Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Place avec cet épisode au début des previews pour la saison régulière NBA 2024-2025. Le tout après un mois des H20 très chargé. 3 épisodes de preview cette année dont je vais vous présenter le fonctionnement dans quelques secondes. Mais avant ça, je me dois de présenter l'équipe d'aujourd'hui. D'abord avec moi, Constant. Comment ça va? Constant, est-ce que là on sent que la saison va bientôt démarrer quand on entame les previews? Ouais, bah là, on sent que la saison va démarrer. De toute façon, on a déjà eu quelques déclarations aux médias day sympathiques, hein. On a toujours des déclarations sympathiques aux médias day de certains joueurs d'une équipe dont on va parler aujourd'hui. Et puis, évidemment, que serait une reprise NBA sans un trade inattendu qui pop-up au plein milieu du mois de septembre? Bien évidemment, après le trade de Damian Lillard il y a de ça un an, le trade de Karl Anthony Towns aux Knicks. Voilà, c'est super, hein. Les mecs, vous faites quand même des petites vacances, vous allez, je sais pas, vous allez à Porto Rico, vous allez à Copacabana, je sais pas où, vous revenez, vous entraînez 3 jours, et puis hop, vous êtes échangé. C'est quand même un monde de requins. Effectivement, on a beaucoup réfléchi à propos de ce trade. Est-ce qu'on va vous faire un épisode spécial? Non, on va attendre que les deux équipes en question, à savoir les Knicks et les Wolves, soient dans un des épisodes preview. Spoiler, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et avec nous, vous l'aurez remarqué sur YouTube, certains vont se dire, mais qui est cette personne? Avec nous, on a Matt, une de nos deux recrues, un de nos deux rookies. Comment ça va aujourd'hui, Matt, pour ta première dans le Dunk Hebdo NBA podcast? Eh ben écoute Ben, ça va très bien. Je suis ravi de rejoindre l'équipe, c'est top. Hâte de parler NBA avec vous et puis j'espère que je ferai aussi bien que Amine qui m'a beaucoup encouragé à candidater. Et voilà, je voulais lui faire une petite dédicace quand même. Effectivement, un autre fan un fan des Sixers s'en va, un autre C'est arrive. ça. Hein. Personne n'est parfait, Matt, mais c'est déjà c'est déjà très bien. Non, on remercie, T'es obligé de dire du Mathieu. bien Et de puis, Joel Embiid maintenant. effectivement. Et spoiler, on va parler des Sixers dans cette preview aujourd'hui. Alors, c'est un peu la question rituelle. Je la pose à tout le monde, Matt. Comment on se sent pour cette première aujourd'hui? Comment ça va? Un peu de stress. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va, ouais, un petit peu stressé forcément, vu que le podcast, ça reste un nouvel exercice pour moi, mais comme j'ai dit, du bon stress quand même, parce que je suis content de parler NBA avec vous, mais un petit peu stressé de bien faire, on va dire. Tout va bien se passer. Pas de problème. Matt, on est là je suis là pour m'assurer, pour te mettre dans les bonnes conditions. Et puis surtout, on va dire que l'entrée, le premier sujet va, je pense, nous inspirer. Donc, il y a aucun doute. On pourra vous proposer une bonne preview. Avant de vous expliquer comment tout cela va se passer, les petits rappels habituels. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Podcast Addict, Spotify, Apple Podcast, etc. Sur YouTube, où euh, on est en train d'entrer dans le YouTube Game, c'est assez fou. Si on prend nos 5 vidéos les plus regardées sur YouTube, elles datent toutes des 90 derniers jours, 3 derniers mois, ce qui est un peu complètement fou. Et puis également, suivez-nous sur Twitter, où je vous invite également à suivre Matt, parce qu'il fait aussi, et je crois, ça c'est une petite news, breaking news, Matt fait aussi des analyses tactiques de ce que vont faire les Sixers, donc ça c'est très intéressant à suivre. Du coup, nous, on marque une petite pause et puis on se retrouve pour le début de ces previews. Cette année, les previews de la saison régulière chez Dunk Hebdo vont donc se faire en 3 épisodes. Je reprécise, c'est écrit en gras dans mon Google Doc, preview de la saison régulière. On aura des previews playoffs, donc là on s'intéresse seulement aux 82 matchs des équipes dont on va parler. 3 épisodes, 10 équipes par épisode, une question par équipe. Je pense que pour l'instant, c'est plutôt limpide. Faut savoir que pour chaque épisode, on va traiter 3 équipes du bas de classement, 3 équipes du milieu de classement, 3 équipes de haut de tableau, et puis on aura une équipe bonus qui sera dans une de ces parties. Comment c'est déterminé qui était bas de classement, milieu de classement, haut de classement? Alors là, je vais faire un léger tunnel avant qu'on commence sur la première équipe. On va beaucoup parler, je vais beaucoup en parler, je pense Tom aussi, d'over-under. Alors qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup utilisé par les Américains, un peu plus confidentiel en France. Alors prenons un exemple. La première équipe dont on va parler, c'est le Jazz d'Utah. L'over-under du Jazz d'Utah est à 29,5 victoires, 29,5 victoires. Vegas a donc fixé la cote de victoire du Jazz à 29,5. C'est donc leur over-under. Pour le parieur, le jeu étant de soit parier sur le over, donc 30 victoires ou plus, ou under, 29 victoires ou moins. Alors, quel intérêt d'autant se baser sur Vegas, vous me direz? C'est ce que font beaucoup les podcasts américains parce que Vegas, c'est un très bon moyen d'avoir le pouls d'une équipe, en tout cas la manière dont l'équipe est vue dans la hiérarchie NBA.
Voilà, c'est ce qu'on a, c'est peut-être l'outil qu'on a de mieux pour faire ça plutôt que de partir sur nos prédictions à nous avec toutes les biais que ça aura. Je vais pas m'éterniser sur le fait que certaines équipes, leur over-under est toujours biaisé. Lakers, un peu Celtics parfois, mais ça, les Pels, qui sont une meilleure valeur refuge que l'or, les Pels. Bref, passons. L'under des Pels est incroyable. L'under des Pels, c'est vraiment investissez là-dessus. Mais surtout, je vous rappelle de ne pas parier. Voilà. En tout cas, on utilise juste ça comme outil. Commençons par le Jazz d'Utah. J'en ai parlé, le Jazz d'Utah la saison dernière, c'est 31 victoires pour 51 défaites, 12e à l'ouest, pas de playoff, 17e attaque, 30e défense selon Cleaning de Glace, 30e défense l'année dernière, fallait y aller quand même, hein, parce qu'il y avait des sacrés candidats. Leur over-under est à 29,5, d'exemple que j'ai pris, ils sont annoncés comme 14e à l'ouest. Mathieu, notre première question sur le Jazz, c'est celle-ci. Elle vient de Constant, vous l'aurez remarqué avec le phrasé, du coup, entre Markkanen et leur cargaison de jeunes joueurs moyens. Quel est le projet? C'est une bonne question parce que du coup, c'est vrai que donc Markkanen effectivement a été prolongé pour un énorme salaire, 238 millions. Alors ça reste quand même un salaire qui va être dégressif en termes de pourcentage dans le cap, mais on est quasiment à 30%. Généralement, c'est quand même des superstars NBA qui ont ce genre de salaire. Et le truc, alors Markkanen, c'est un excellent finisseur, mais justement, c'est un finisseur, c'est pas un créateur. En témoigne son assist usage qui est à 0,4, et même dans sa carrière, c'était souvent en dessous. Donc on est vraiment sur un joueur qui finit les actions et qui, généralement, quand on lui passe la balle, elle finit par lui et elle repasse pas par un autre joueur. Et ensuite, ils ont quelques jeunes, on va dire, sympathiques avec Keyonte George. Il y a Tyler Hendricks qui a pas trop joué. Mais en tout cas, c'est des joueurs, on va dire, qui pour l'instant, ils essayent de développer. Après, est-ce qu'ils ont un potentiel pour devenir des superstars? Je ne suis pas certain. Le côté positif quand même qu'ils ont avec eux, c'est que ils ont un top coach, moi que j'aime beaucoup, qui met en place des choses tactiquement qui sont très intéressantes. C'est beaucoup de mouvements de balles parce que du coup, vu qu'ils n'ont pas de créateur primaire, au moins ce mouvement permet de créer des décalages dans les défenses adverses et de pouvoir mettre en valeur tout ce qui est Markkanen, même les Keyonte George qui aiment bien, qui ont un potentiel de shooter, même si pour le moment le pourcentage à 3 points est pas trop là. À la draft, du coup, ils ont drafté Cody Williams en top 10. À voir quel est le projet Cody Williams. Je sais pas s'il y a un potentiel de star. En tout cas, il y a un potentiel. Enfin, en tout cas, c'est un défend comme son frère. J'ai oublié de le préciser, c'est le frère de Jalen Williams. Mais je pense qu'il y a un potentiel de polyvalence défensive. C'est un bon shooter. Il y a l'air d'avoir un bon toucher de balle. Après, à voir comment Will Hardy va pouvoir le développer dans cette attaque-là. Mais en tout cas, la question que j'ai, c'est une fois qu'on a dit tout ça, oui, tu as un top coach, tu as quelques jeunes à développer, mais j'ai un peu l'impression qu'on repart un peu sur tout le temps la même chose avec le Jazz, c'est-à-dire ils vont sûrement peut-être faire une première partie de saison où ils vont essayer d'accrocher le play-in ou pas loin pour après tanker, mais au final, est-ce que tu optimises le tanking en faisant ça? Parce que est-ce que tu n'aurais pas meilleur compte à aller chercher un haut choix à la draft plutôt que d'être un peu dans cet entre-deux? L'illustration de ça, c'est leur 30e place au defensive rating la saison dernière, qui est en partie due à leur fin de saison clownesque défensivement. Constant, alors on le sait, Constant, ça fait plusieurs semaines que tu as envie de parler du Jazz, donc c'est parti, c'est ton moment. Vas-y, Constant, c'est ta question. En plus, je t'en prie. Non, mais faut pas trop teaser comme ça. Les gens vont être déçus après. Quand tu teases trop, les gens sont toujours déçus. Non, mais déjà en préambule, cher fan du Jazz, je n'ai rien contre vous. Hein, ne prenez pas mal ce que je vais dire et je vais essayer de modérer mes propos au maximum parce que j'avoue que le Jazz fait partie de ces équipes dans lesquelles je comprends pas quel est le projet. Il y a Chicago qui traîne dans le tas aussi, des équipes où je comprends pas trop le projet. Et je comprends peut-être même plus le projet pour la saison de Chicago que celui d'Utah. Parce que je vais vous poser la question, Matt et Ben. D'après vous, combien de joueurs dans l'effectif du Jazz sont dans leur première, deuxième ou troisième année? Effectif, tu comptes les 15?
Ouais, juste les 15. On va pas les touer, juste les 15. En plus, j'ai regardé avant de commencer. 6. Matt, tu penses combien? 5, 4 ou 5, quelque chose comme ça. 7. Il y en a 7 qui sont dans leur première, deuxième ou troisième année. C'est 50% de l'effectif. Et franchement, je vais être très honnête, c'est un reproche qui avait été fait à OKC à l'époque et qui m'avait saoulé. Donc vraiment, ça ne me plaît pas de faire ce reproche-là. Mais je trouve que le projet du Jazz, en fait, je vois pas quel est le but. C'est-à-dire que le Jazz, Matt, tu as très bien résumé. Ces 2 dernières années, pendant, les 2 tiers de la saison, ils font semblant. Oh là là, vous avez vu comment on est bon. Regardez le coach, comment il est créatif avec ses systèmes offensifs. Par contre, défensivement, c'est une catastrophe. Les mecs, ils ont le pire pourcentage adverse, le pire pourcentage à 3 points adverse parce que ils sortent jamais sur les tireurs à 3 points. Mais bon, ça c'est un détail. Donc voilà, regardez, c'est correct, ça joue bien Utah. Et puis en seconde partie de saison, 24e au net rating sur la 2022-2023, 28e au net rating sur la 2023-2024 sur le dernier tiers de la saison. Il y a que Portland qui fait pire sur les 2 années. C'est-à-dire que la seule équipe en termes de net rating qui fait pire sur les 2 saisons que Utah, c'est Portland. Donc déjà, c'est pas forcément un bon signe. Et même, je trouve que Utah, on arrive quand même dans la 3e saison après le trade de Donovan Mitchell et celui de Rudy Gobert. Et moi, je vois toujours pas l'espèce d'amélioration dans le projet. C'est-à-dire que normalement, quand tu arrives en 3e année de reconstruction, je vais prendre un exemple typique. OKC, 3e année de reconstruction, c'est une équipe qui termine 10e avec 40 wins et qui passe un tour de play-in. Houston, 3e année de reconstruction, c'est toujours cata. Par contre, tu vois que tu commences à avoir du talent un petit peu partout. Tu commences à avoir Alperen Sengun, tu commences à avoir Tarizon, tu commences à avoir des joueurs sur lesquels tu peux faire un semblant de construction de roster. Là, je suis désolé, je vois pas ce semblant de construction de roster à Utah. C'est-à-dire que ils ont eu Walker Kessler. Walker Kessler, saison rookie, on se dit, oh, c'est incroyable, futur potentiel All Defensive Team. 2e saison, il est benché. 3e saison, on ne sait pas s'il va être titulaire ou s'il va pas être titulaire. Ils ont récupéré John Collins l'été dernier, qui était une pure opportunité de marché, sauf que du coup, ça bloque le développement de Taylor Hendricks et ça bloque le développement des jeunes. Keontae George, c'était bien un match sur 2, et puis en fait, on va drafter Isaiah Collier, qui est un autre gros porteur de balle. Ils ont plein de jeunes joueurs que moi, je considère comme moyens. Cody Williams n'a pas du tout le talent de son frère, et je pense qu'il n'a pas du tout le caractère de son frère. Je pense qu'on est sur en termes de rôle, en termes d'implication sur le terrain, on est plus sur, vous voyez, le même de Tony Snell, là, 0 points, 0 rebond, 0 passe, 0 interception, 0 compte en 28 minutes. Enfin, l'usage de Cody Williams en seconde partie de saison NCAA était assez cata. Donc voilà, moi je trouve que t'es en 3e année de reconstruction et tu n'as aucun jeune sur lequel tu peux te dire, ok, on va vraiment miser sur ce joueur-là. Ça, le fait que Lauri Markkanen maintenant soit payé comme une superstar, ce qui de facto va réduire sa valeur marchande, surtout qu'il peut pas être tradé avant l'intersaison prochaine, vis-à-vis de la date avec laquelle il a été prolongé. Ouais, moi je me demande quel est le projet, parce qu'honnêtement, Utah, alors déjà, ils ont un pick qui est protégé top 10 à OKC. D'ailleurs, sur les 10 équipes dont on va parler aujourd'hui, il y a 4 first round qui partent à OKC sur ces 10 équipes cette année. Juste pour le préciser quand même, pour déconner. Mais non, mais ils ont un pick qui est protégé à OKC. Et moi, vraiment, ce que j'ai peur, c'est que à pas vouloir tanker complètement, en fait, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas encore piquer en 9 ou encore piquer en 10 comme tu l'as fait les 2 dernières années, pendant que tu as des équipes qui étaient plus nulles que toi il y a de ça 2 ans. Et comme elles sont reparties avec un plus haut choix de draft parce qu'elles ont décidé de tanker proprement et correctement, elles vont se retrouver avec un projet plus clair et un projet qui va sur de bons rails plus rapidement que celui du Jazz. Vous avez dit beaucoup de choses. Pour un peu conclure, avant que peut-être je relance un de vous deux, tu as parlé d'opportunités de marché pour John Collins, et pour moi, c'est un peu, on est un peu dans le problème que peut poser parfois Danny Ainge dans sa prise de décision, c'est qu'il est dans une rétention parfois d'assets et de l'autre côté dans une volonté de profiter des opportunités de marché. Par exemple, moi, la prolongation de Markkanen, je la lis vraiment comme je veux pas laisser le meilleur joueur de mon effectif avec 1 an de contrat restant. C'est comme ça que je lis. Rétention de valeur. Concrètement. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous. On en avait parlé dans l'épisode sur Wemby il y a 1 an et quelques maintenant. Moi, j'aime bien parler en gros de trio de meilleurs jeunes joueurs. En tout cas, tu peux pas développer 15 jeunes joueurs à la fois. Il faut que tu établisses une espèce de liste. Et en fait, quand j'établis cette liste-là, quand je compare à d'autres, tu l'as très bien fait, Constant, quand tu compares à d'autres équipes qui étaient en reconstruction dernièrement, la liste est moins ronflante. Donc, où est le projet? Moi, je pense qu'on est dans un espèce d'entre-deux où
personne n'est intouchable au niveau des jeunes prospects, et ça me pose un problème. Quand tu es dans un effectif où personne est intouchable alors que tu es déjà en phase de reconstruction, c'est que pour l'instant, la reconstruction n'a peut-être pas encore passé le premier cap. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le Jazz, les gars? Peut-être un petit truc pour bien comprendre et pour pas que mes propos soient mal interprétés. Je dis pas du tout ce que peuvent dire d'autres médias, on va dire, qui sont très critiques envers le tanking, de dire oui, vous avez des jeunes, vous avez 1 milliard de pics de draft, faut essayer de gagner. Non, non, moi c'est pas du tout ce que je dis. Moi, ce qui me frustre avec le Jazz, c'est qu'ils ne décident jamais de tanker proprement. C'est-à-dire que moi, ce que je veux voir, c'est un Jazz à genre 19 victoires, tu vois, l'over-under. Moi, je veux qu'ils pulvérisent le under. Vraiment, je veux que le Jazz, pour eux, hein, vraiment, qu'ils soient dans une situation où ils soient bottom 5 en termes de bilan et qu'ils se retrouvent avec un prospect correct. Parce que, en fait, le problème, c'est que, je suis désolé, hein, tu peux te dire, regardez, Orlando en 8, ils ont eu Franz Wagner. Regardez OKC en 12, ils ont eu Jane Williams. En termes juste statistiquement, en termes de probabilité, tu auras toujours plus de chances de récupérer un futur All-Star, ou en tout cas un joueur sur lequel tu crées ton projet et tu crées une base de ta reconstruction, plus tu draftes haut que si tu draftes en milieu voire fin de loterie. Donc moi vraiment, je suis pas du tout dans l'optique de dire le Jazz doit gagner des matchs. Le Jazz doit assumer complètement sa reconstruction parce que ça fait 3 ans et que là, tu as fait 2 années entre deux où finalement, je dis pas que c'est des années de perdu, hein, tu as récupéré des jeunes qui restent malgré tout intéressants, mais quand tu vois ce qu'a fait San Antonio, quand tu vois ce qu'ont fait d'autres équipes, t'es pas au même niveau en termes de prospect récupéré. Matt, un dernier mot sur le Jazz? Oui, puis en plus, pour rejoindre un peu Constant, c'est que les rookies draftés, enfin les jeunes joueurs, je trouve que ça se marche un peu dessus en termes de poste. Tu vois, on a Keyonte George qui est un arrière, Isaiah Collier c'est pareil, et puis on a aussi des vétérans avec Sexton et Clarkson qui sont toujours là. Du coup, quelle va être la priorité? Est-ce qu'on veut développer les jeunes? Est-ce qu'on veut garder les vétérans? Ces vétérans-là, du coup, te font gagner un peu trop de matchs parce que ça fait un moment qu'ils sont dans la ligue et du coup, c'est ce qui te permet d'avoir un fort bilan. Donc c'est vrai qu'on est un peu entre deux eaux, soit on développe, mais à la fois on se rend compte qu'on n'a peut-être pas des jeunes à énorme potentiel, parce qu'Isaiah Collier, en plus, ils l'ont drafté en fin de premier tour, même si c'était un choix qui à la base était attendu en haut de la draft, ça reste un choix à la fin. Ça a l'air d'être un joueur qui a des compromis, il a eu aussi des blessures de ce que j'ai vu. Donc, ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à faire un choix. On développe les jeunes, on traite peut-être les quelques vétérans qui nous restent pour récupérer encore des choix de draft. Ou alors, je sais pas si le plan, c'est avec tous les choix qu'ils ont, est-ce qu'on va récupérer un fort joueur, un joueur star? Je sais pas. Après, le truc avec Danny Ainge aussi, c'est que on le connaît, Danny Ainge, avec Boston, on a attendu je ne sais combien de temps qu'il appuie sur la gâchette, puis il l'a jamais vraiment fait. Donc, ouais, c'est des vraies questions. Je pense qu'il y a à la fois une volonté de mise en valeur des joueurs potentiellement échangeables pour pas qu'ils soient dans un marasme, et du coup faire ça dans une équipe qui est censée tanker, ça pose un espèce de paradoxe, c'est que tu vas gagner trop de matchs et que tu seras jamais très très bas. C'est ce qui est un peu le paradoxe Danny Ainge, qui avait jamais été vraiment mis en exergue du côté de Boston parce qu'il y avait eu le fameux trade avec les Nets. Il y avait le pic des Nets, il n'y avait pas besoin. Exactement, il n'y avait pas besoin de faire ce choix-là. Enchaînons, passe de l'autre côté, pas des États-Unis, on va même au Canada. On s'envole pour le Canada avec les Toronto Raptors l'année dernière. 25 victoires, 57 défaites, 12e à l'Est, pas de playoff, 24e attaque, 27e défense, toujours selon Cleaning de glace. Toutes les stats aujourd'hui, sauf précision, viendront de Cleaning de glace. Leur over-under est à 30,5 victoires, ce qui les place 10e à l'Est. Alors, là, on est sur des pronostics qui bougent selon les endroits où on regarde. Il y a certains qui les ont à 29,5, d'autres à 31,5. Donc voilà, on est autour des 30 victoires. La question, je reviens vers toi, Constant, c'est trop de talent pour être très mauvais, et le trait est entre parenthèses. C'est peut-être très important, justement, dans cette question-là. Alors, est-ce qu'il y a trop de talent pour être très mauvais? C'est la question que je me pose, parce que déjà, ils évoluent dans une conférence qui récompense la médiocrité. Hein. J'aime toujours bien le dire, je pense que je le dis tous les ans, c'est la conférence S, c'est la conférence où on récompense la médiocrité. En fait, ouais, je suis divisé sur cette question, parce que quand tu regardes le 5 majeur des Raptors, franchement, c'est pas un 5 majeur de 15e ou de 14e de conférence. Surtout avec ce qu'on a vu
sur la seconde partie de saison. C'est-à-dire que on avait vu un Scottie Barnes qui avait été All-Star. Alors, All-Star mérité ou non, la question reste à débattre, mais sur la première partie de saison, on avait vu un Scottie Barnes très intéressant. Quand il y avait encore Pascal Siakam, quand il y avait encore OG Anunoby, on l'avait vu un petit peu éclore. Puis en seconde partie de saison, c'était quand même moins bien. Par contre, ceux qui ont été récupérés via le trade d'OG Anunoby, les Emmanuel Quickley, surtout RJ Barrett, ont très bien joué sur la seconde partie de saison. Vraiment, je pense qu'on a eu la meilleure version d'RJ Barrett qu'on ait jamais eu depuis sa draft. C'était vraiment très intéressant ce qu'il a proposé en termes de finition, provocation de faute, un petit peu de playmaking. Voilà, très intéressant. Donc déjà, vous prenez ces 3 joueurs-là. Franchement, vous comparez à un espèce de trio, au trio de d'autres équipes de la conférence Est, bah, c'est un trio qui est déjà plus solide. Hein. Vous regardez celui des Nets, vous regardez même franchement celui d'Atlanta, avec tout le respect que je dois, le 3e joueur du côté d'Atlanta, bon si c'est Zachary Rizaché, bon, hein, voilà, je donnerai pas mon avis sur Zachary Rizaché aujourd'hui. Mais non, mais t'ajoutes à ça Bruce Brown, bon qui est blessé, mais quand il est là, ça reste quand même un joueur très intéressant. Jacob Poeltl qui a été aussi intéressant, donc même Grady Dick qui finalement sur sa seconde partie de saison a montré des trucs intéressants après avoir été Qatar en première. T'ajoutes à ça un petit peu de Kelly Olynyk, donc voilà, t'as une rotation à 5-6 qui est correcte. Par contre derrière, bon, c'est un petit peu le néant, je te laisserai en parler Ben. Mais toujours est-il que c'est une équipe qui en soi a essayé à trouver une forme d'identité, je trouve, avec Darko. Là, j'ai plus le nom de famille. En plus, c'est un ancien assistant coach de Kelsey, mais avec l'arrivée de Darko, et lui, pour le coup, un petit peu comme Willard dit, bon, on peut critiquer pas mal de choses, mais au moins, il a su instaurer des principes, et c'est déjà pas mal pour une équipe qui est en reconstruction d'avoir des principes de jeu. Donc voilà, la question pour moi reste en suspens. Je pense pas qu'ils seront extrêmement mauvais. J'ai du mal à voir Toronto, ça peut arriver, hein, et terminer 15e, 14e de la conférence Est. Je pense que c'est une équipe un petit peu comme le Jazz, malheureusement, qui va rester, ou comme ce qu'a pu faire le Jazz les 2 précédentes années, et comme ce qu'a pu faire un petit peu Toronto aussi l'an passé, c'est-à-dire ils vont naviguer entre la 11e et la 13e place, et du coup, à la loterie, il me semble que, je sais plus si leur pick est protégé cette année ou pas, mais l'an dernier, ils se sont fait avoir typiquement en étant dans le milieu du paquet ou en fin de milieu de paquet parmi les équipes nulles. Et du coup, tu perds ton pick au profit des Spurs. Donc attention à ça aussi. Mais ouais, je pense que leur starting five, s'ils restent en santé ou s'il n'y a pas des petites blessures en disant « Oh tiens, tu es blessé, repose-toi 4 semaines, Emmanuel Quickley, parce que vraiment, ça va pas fort. On est au mois de février, en plus, il fait froid, repose-toi. » Mais si jamais cette équipe de Toronto n'a pas trop de soucis de blessure, je pense que ouais, le starting five est trop bon pour être très mauvais. Par contre, ils seront mauvais. Je vais te lancer, Matt, mais petite précision, j'ai beaucoup parlé de over-under, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'il y a une espèce de cassure entre les 8 pires équipes NBA et le reste. Parmi ces 8 équipes-là, on a les Nets, les Wizards, les Blazers, les Pistons, les Bulls, le Jazz, les Hornets et les Raptors. On a 8 équipes. Sauf qu'en fait, si vous calculez, il y a 6 équipes de l'Est. Il y a 5 équipes, il y a 5 places éliminatoires hors play-in. Il y a donc une de ces équipes-là qui va peut-être gratter le play-in. Il y a forcément une de ces équipes-là qui va le gratter le play-in, voire 2 s'il y a un accident industriel en haut. Donc, la question est-ce que c'est pas ces Raptors-là qui sont le mieux positionnés pour le faire? Matt, je te lance et puis réponds aussi à la question de base, est-ce qu'ils seront très mauvais? Oui, je pense que c'est une possibilité parce qu'en plus, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est vrai que je trouve il y a un petit peu un parallèle à faire avec le Jazz où au final, ils ont pas mal de joueurs établis et tu regardes même leurs jeunes joueurs, Scottie Barnes, c'est pas un rookie ni un sophomore, ça fait un petit peu de temps qu'il est là dans la ligue. Quickley, c'est pareil, il a été drafté dans la même draft que Tyrese Maxey, donc c'est pas ses premières années NBA. Et même les vétérans, Poeltl, pareil, on a affaire en plus à un bon protecteur de cercle. C'est pas ses premières années NBA. Bruce Brown aussi, le Olynyk qui a été récupéré. D'ailleurs, moi j'étais un peu surpris. Je me suis dit c'est un peu, je comprenais pas trop le projet. Je me suis dit c'est bizarre d'aller récupérer Olynyk qui est quand même un joueur établi en NBA. Je pensais vraiment qu'ils allaient plutôt essayer d'avoir des hauts choix de draft plutôt que d'essayer d'être semi-compétitif, on va dire. Donc là, le but, je pense quand même, ça va être d'encore de continuer à développer la synergie qu'on attend tous entre Quickley et Scottie Barnes. Scottie Barnes, je pense, va être encore. Toronto va peut-être encore essayer de voir qu'est-ce qu'il peut donner en tant que créateur, même si je pense qu'on voit quand même certaines limites. J'ai 2-3 stats là-dessus. D'ailleurs, c'est sur les points en isolation, il est à 0,7 points par possession.
et sur pick and roll porteur de balle, il est à 0,84. Donc c'est vraiment dans le bas de la ligue. Moi, je trouve que ce qui est sympa avec Scottie Barnes, c'est plutôt que c'est un joueur polyvalent, couteau suisse, mais je suis pas sûr qu'on ait affaire, en tout cas, à un très fort créateur dans le futur. Aussi, à voir comment ils vont développer tout ça. Mais ouais, je serais pas étonné qu'ils finissent play-in, comme vous dites, parce qu'il y a un poil trop de talent pour être en bas de la conférence Est, qui en plus, le bas est vraiment pas bon du tout. Mais ça ira, ce sera 9 ou 10e place, mais je les vois pas aller plus bas, ou ouais, ce sera 11e peut-être. Mais Pour moi, le seul scénario où ils finissent très très bas, c'est d'abord une blessure dans le 5. On a déjà Bruce Brown qui va peut-être être un peu absent. On dit parfois dans certaines équipes, si ce joueur-là se blesse, ils sont vraiment dans une mauvaise situation. Eux, si n'importe quel joueur de leurs 5 est blessé, ils sont finis. Honnêtement, en préparant, je vous ai même envoyé un message, mais leur banc, c'est une catastrophe. On a des pires bancs. Ils ont l'un des pires bancs, et même relativement au reste des équipes vraiment mauvaises, ils ont un banc mais affreux. Ils ont aucune solution si Poeltl est absent, parce que Kelly Olynyk, t'as plus de défense du cercle avec Kelly Olynyk. Ils ont pas vraiment de solution en termes de backup meneur. Ils ont pas de solution en termes de création. Si Scottie Barnes, tu l'as dit Mathieu, il va être beaucoup, je pense, sollicité à la création. Non, c'est ça qui me terrifie, c'est que eux, un 5 majeur tient pas toute une saison, sauf exception. Donc eux, ils perdent un titulaire pendant 20 matchs, ils sont très très mal. Les deux choses que j'aurais à rajouter, c'est qu'en plus, petite stat, alors ça c'est pas de moi, ça vient de Sports Illustrated, ils jouent à 13 reprises dans la saison, 3 matchs en 4 jours. Donc ce qui est un truc horrible. Seuls les Nuggets sont au même niveau. Donc ils ont un espèce de désavantage calendrier. Et deuxième chose, ils jouent 12 matchs au cours duquel l'équipe en face aura plus de repos et il y a que 2 équipes en NBA qui sont dans une situation pire que celle-ci. Donc le calendrier les avantage pas trop. Il y a un monde où ils démarrent pas la saison très très bien. Et tu l'as dit, Constant, un peu ironiquement, au début avril, fin avril, Scottie est pas super bien, on le met sur le banc. Ouais. Mars, fin février, Scottie est pas super bien, on le met un peu sur le banc. Et on commence à voir dans un potentiel tanking. C'est une équipe où je trouve, il y a un panel de possibilités qui est assez large. Quelque chose à rajouter, les gars, sur les Raptors? Non, parce que le compteur tourne et il reste des contenders après. Ouais, eh bien, avançons. J'ai un espèce de chronomètre que je vais du coup réinitialiser et reprendre sur Détroit. Détroit avait donc gagné 14 petits matchs la saison dernière. On avait perdu 68, donc pas de play-off, vous l'aurez compris, 15e à l'Est, 28e attaque, 25e défense. Leur over-under est à 25.5, ce qui les placerait 13e à l'Est. Alors, à moi de commencer sur une question. Enfin du spacing pour développer Cade et Jalen Duren. Alors, du spacing, oui, en tout cas, de la volonté d'apporter du shooting. Ça a été visiblement l'axe de l'été du côté de Détroit avec l'arrivée de Trajan Langdon pour dire au revoir à ce terroriste qui a été Troy Weaver en termes de recrutement. Alors, on a rajouté du shooting, mais plus que du shooting, c'est du volume. Moi. C'est ça que je trouve très intéressant. Malik Beasley, que j'ai expérimenté du côté des Bucks. Alors, Malik Beasley, c'est un joueur qui a des moments très intéressant parce qu'on voit 41% de réussite au tir la saison dernière. On peut se dire waouh, extraordinaire. Sauf qu'il y a un moment où il est à 45 sur le début de l'année, il finit à 35. Donc bon, se méfier. Ce qui est sûr, c'est que il prend 538 tirs à 3 points la saison dernière. J'ai fait une petite recherche. Depuis que Cade est en NBA, il a eu qu'un coéquipier qui a pris plus de tirs à 3 points sur une saison, c'est Saddiq Bey. Autrement, Cade n'a pas eu de gros joueurs en termes de volume à 3 points. Il aura Malik Beasley. Il a aussi Fontecchio qui était arrivé en cours de saison dernière, qui est un joueur qui prend un assez gros volume à 3 points. Tobias Harris, bon, c'est pas un joueur qui prend beaucoup de 3 points, mais il permet au moins de ne pas bloquer la raquette comme c'était le cas du côté de Détroit. Et puis, alors bon, il y a Tim Hardaway Jr., mais je sais pas combien de minutes concrètement jouera Tim Hardaway Jr. Donc, oui, il y a du spacing. J'ai seulement un petit X sur ce spacing. En fait, j'ai trois réserves. Première réserve, c'est que leur spacing est garanti par des role players. Ça me gêne un peu. Parce que t'es totalement tributaire de la volatilité de réussite du role player. Et je préfère quand le spacing est garanti par un joueur qui est un peu plus haut dans la hiérarchie comme Malik Beasley ou Fontecchio,
ou bref, même si Tobias Harris est un peu moins à ce niveau-là. Deuxième chose, les spacers rentrent en concurrence directe avec certains autres jeunes joueurs à développer. Tu fais jouer Malik Beasley, mais du coup, tu peux pas faire jouer Jaden Ivey. Fontecchio Harris, tu peux pas faire jouer Ozar Thompson. Question. Pour Cade, je pense que c'est l'effectif le plus complet qu'il a eu. Depuis son arrivée NBA de manière assez claire, il a 8 à 9 joueurs NBA, ce qui n'était pas le cas avant. Ils ont du spacing. Il y a une petite interrogation sur la capacité à orchestrer ce spacing. C'est-à-dire que quand Cade n'est pas sur le terrain, je me demande comment le spacing est orchestré parce qu'ils ont un gros problème en termes de backup meneur. Après, il y a une troisième partie à cette question, c'est Jalen Duren. Moi, je suis pas sûr que le spacing, ce soit la question qu'il faut se poser à l'heure actuelle pour Jalen Duren. C'est est-ce que c'est un pivot viable défensivement? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il est viable défensivement? Après, bien évidemment, avec la capacité de passe de Cade et dans un spacing un peu plus, un bien meilleur spacing, il pourra, je pense, être plus efficace. Qu'est-ce qu'on en pense? Allez, je vais me retourner vers toi. Matt, qu'est-ce que tu en as pensé de cet été de Détroit? Et puis surtout, est-ce qu'on a enfin les pièces pour développer Cade et peut-être dans une moindre mesure Jalen Duren? Bah, en tout cas, je pense qu'on va peut-être avoir des réponses à certaines interrogations où c'est vrai que beaucoup de personnes qu'on entend qui disent oui, il faut le spacing et Cade Cunningham, c'est vraiment le truc qu'on entend depuis son arrivée en NBA. Il faut du spacing à Cade, il faut du spacing à Cade. Bon, bah là, en tout cas, on a des joueurs qui seront plus volontaires pour shooter, donc on va voir. Moi, mon avis personnel, c'est oui, c'est sûr que je pense que ça va améliorer les choses, mais je pense pas non plus que, enfin, ce sera la clé de tous les problèmes de Cade. C'est un joueur qui assume un très très gros volume. Tu vois, par exemple, l'offensive load, il est dans le 98e centile, en volume de drive, pareil. Mais par contre, tu prends l'efficacité, bah, en relative true shooting, donc c'est pas le true shooting plus, c'est juste tu soustrais le true shooting au true shooting moyen, il est à -4. Et en efficacité sur drive, il est en 42e centile. Et surtout, ce qui m'a le plus frappé, c'est le 55,9% au cercle, ce qui est dans le 7e centile. Et ça, pour un mec qui je est pense grand que pour un meneur en ouais. plus. Ah, mais il n'y a pas de spacing pour le coup. Ouais, mais tu vois, je suis pas Quand sûr. t'as Isaiah Stewart dans le corner. Je suis pas sûr. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit que un problème de spacing. J'ai aussi l'impression que c'est un problème de Cade Cunningham qui a du mal à finir lui tout simplement au cercle. Je trouve pas qu'il est vraiment, tu vois le panel, tu vois l'élasticité pour finir au cercle. Il provoque pas non plus beaucoup de fautes. Et alors le spacing va améliorer ça, mais je suis pas certain que ce soit que ça le problème. Et en plus de ça, alors si on en revient aussi au parallèle avec Jaden Ivey, je sais pas du coup qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que du coup les deux vont jouer ensemble? Est-ce que puis ils vont plutôt privilégier le spacing? Parce que ça aussi, bah, c'est une vraie question. Est-ce qu'on préfère avoir du spacing et du coup on fait un choix et on développe Cade Cunningham, ou alors on continue un peu avec ces deux-là sur le terrain, mais forcément il y aura des questions du coup de spacing qui vont se poser. Biggerstaff a plus ou moins déjà annoncé qu'il allait stagger les minutes, ce qui me terrifie pour le Détroit dans le sens où tu risques d'avoir des minutes avec Jaden Ivey à la main et j'ai très très peur pour leur attaque. C'est pour ça que je parlais d'orchestration. Constant, qu'est-ce que tu en penses de cet apport de spacing? Et pour moi, il y a une question sous-jacente, vu les choix qui ont été faits cet été. Quand on regarde qu'on a apporté de la concurrence sur le poste de Jaden Ivey, qu'on a un peu mis entre guillemets de la concurrence avec Tobias Harris sur Ozar Thompson, même si c'est à un autre niveau. Est-ce que le nouveau régime, est-ce que les nouveaux dirigeants n'ont pas déjà fait des choix en termes de choix de développement de jeunes joueurs? Des choix, je sais pas, mais je sais pas si c'est des choix sur le développement de jeunes joueurs. Je pense que c'est plutôt une volonté de dire, ok, on est vraiment arrivé à un low point l'an dernier, vraiment, on est arrivé au plus bas qu'on pouvait être avec cette série de 26 défaites de suite là. Ça fait 2 années de suite où on est pire bilan, ça fait 2 années de suite où on se fait massacrer à la loterie par Adam Silver, où on se retrouve avec le pick 5. Là, on va essayer de prendre des vétérans pour au moins essayer de gagner quelques matchs. Sauf que moi, toute la problématique, c'est que oui, tu ramènes du spacing, effectivement. Hein. Sur la seconde partie de saison, l'an dernier, Fontecchio a eu un apport qui était très intéressant. Tu ramènes Tobias Harris. Bon, Tobias Harris, est-ce que ce sera encore Casper à tous les matchs comme ça a été le cas du côté des Sixers? On sait pas. T'as ramené Malik Beasley, c'est intéressant, mais bon,
le but d'une reconstruction, enfin ta reconstruction, elle va pas avancer grâce à Tobias Harris, Malik Beasley et grâce à Marcus Sasser. Elle va avancer grâce aux jeunes que tu as draftés haut. Et je suis désolé, pour moi, il y a une réelle problématique, c'est que ces vétérans vont leur boucher du temps de jeu. Et puis surtout, il y a toujours un espèce de paradoxe entre ceux qui ont vu Cade Cunningham avant sa draft et ceux qui ont vu Cade Cunningham depuis son arrivée en NBA. Moi, je continue de penser que ça reste un très bon joueur. Je suis pas aussi haut que une grande partie des gens sur Cade. Déjà l'an dernier, quand j'avais vu les Cade MIP, parce qu'il avait fait un bon workout avec Team USA, ça me faisait doucement rire. Mais voilà, moi je trouve quand même que c'est un joueur qui effectivement ne sera peut-être pas au niveau de ce qu'on attendait au moment où il a été drafté, mais qui bénéficie quand même d'un contexte collectif relativement compliqué. Toujours est-il que les joueurs qui sont à côté, il n'y en a aucun qui s'est shooté parmi les jeunes joueurs. Jaden Ivey, c'est un shooter moyen. Ozar Thompson n'aura jamais de tir en NBA. Hein. Je vous le dis tout de suite, il n'aura jamais de tir en NBA. Et Ron Holland, il tentait plus de 3 points sur les 29 matchs qu'il a joué avec l'Ignite. Il est à 24% à 3 points qu'ils ont drafté en 5 l'an dernier. Donc voilà, moi ça me pose une problématique, c'est que bah oui, tu auras peut-être un duo intéressant entre Cade Cunningham et Jalen Duren, comme c'était un peu le cas. Jalen Duren, offensivement, pour un joueur de deuxième année, a montré des choses qui étaient très intéressantes. Surtout pour un pivot qui était censé être un petit peu brut de décoffrage et qui reste encore très jeune, hein, parce qu'il a 20 ans, 21 ans. Donc voilà, Ouais, c'est des points sur lesquels tu peux t'appuyer. Par contre, ouais, les autres jeunes, Jaden Ivey arrive en fin de troisième année, enfin arrive dans sa troisième année, et on sait que quand tu commences à arriver dans ta troisième année, bah c'est un peu l'année charnière, on va dire, parce que en fin de saison, tu peux avoir des discussions contractuelles. On va dire que les prospects qui sont au drafté, c'est souvent en troisième année qu'ils se font échanger s'ils viennent à se faire échanger. Donc, attention à surveiller de ce côté-là aussi. Donc voilà, après, Utah, ils avaient récupéré Quentin Grimes du côté de New York. Ils leur balancent du côté de Dallas pour récupérer Tim Hardaway Jr. Bon, voilà, hein, ça se passe de commentaires. Donc voilà, moi, ma problématique avec Détroit, c'est que pour le coup, c'est une équipe qui s'est dit, OK, on va essayer de gagner des matchs parce que ça fait vraiment plusieurs saisons que c'est très compliqué en termes de bilan victoire-défaite. Sauf que bah ça va boucher ça va boucher le temps de jeu à tes jeunes. Et surtout, moi, on en avait parlé quand on avait fait l'épisode sur Détroit il y a de ça un an, Ben. Il y a un manque de synergie entre les jeunes que tu as, les jeunes joueurs que tu as et que tu as haut drafté, qui moi me terrifie. C'est-à-dire que tu as Cade, et si tu mets Cade à côté de Jaden Ivey, c'est pas synergique. Cade à côté d'Ozar Thompson, c'est pas synergique. Cade à côté de Ron Holland, c'est pas synergique. Et Cade à côté de Jalen Duren, il y a une synergie parce que Jalen Duren est une menace sur l'homme. Mais sinon, waouh, c'est difficile, vraiment très difficile. Puis tu peux même faire le jeu Jaden Ivey, Ozar Thompson, ça marche pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça à voir, mais oui, saison intéressante du côté de Détroit. Je pense que ce qui est sûr, et on va avancer parce qu'on bientôt 10 minutes sur Détroit. Mon heure 40 de promesse est morte, hein, déjà, c'est enterré. Je vais dire que moi, je m'inscris dans ceux qui ont un peu moins, une vision un peu moins idéalisée, je dirais, ou un peu moins haute de Cade Cunningham. Je dis pas qu'il est entouré de Prime Klay Thompson et du spacing des Prime Warriors. Je dis juste que si après cette saison, je ne vois pas pourquoi tout le monde le voit si beau, je vais commencer à vraiment avoir de gros doutes. Parce que là, on va dire que c'est l'effectif le plus compétitif qu'il a, même s'il est loin d'être parfait. Donc, et puis, il y a un moment, une question de temps qui va se poser. Non, je vous fais une petite feinte, les gars, c'était pas l'ordre de la trame, mais j'ai envie de revenir vers Matt. Alors, on va parler des Golden State Warriors. Les Golden State Warriors, en 2023-2024, avaient gagné 46 matchs, on avait perdu 36, 10e à l'ouest, éliminé par les Kings au premier tour du play-in. C'était la 10e attaque et la 15e défense selon Cleaning de Glass. Leur over-under est à 46,5, 10e à l'ouest. Alors, précision importante, Vegas, pour ce qui est d'un groupe qui se situe en gros de Phoenix à Houston, il y a Phoenix, Memphis, Sacramento, New Orleans, les Lakers, les Warriors et les Rockets, 7 équipes en 4 victoires. Donc là, on est vraiment, Vegas nous dit, il y a une espèce de classe moyenne qui se dégage à l'ouest, on n'a pas trop d'idées là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la question qu'on voulait se poser, Matt, c'est celle-ci. Ont-ils amélioré avec le plancher de l'équipe? Ont-ils assez, si j'oublie un mot, cette question n'a plus de sens, ont-ils amélioré assez le plancher de l'équipe pour éviter le play-in? Alors, est-ce qu'ils ont fait assez d'additions pour éviter ce play-in, Matt? Bon, ouais, je pense que le plancher, il a quand même été amélioré. Moi, j'aime bien quand même ce qu'ils ont fait durant cette intersaison. Klay Thompson, de toute façon, il s'inscrivait plus aujourd'hui dans le projet Warriors.
On voit que c'était très compliqué pour lui. Je pense que c'est pas plus mal que ce soit pour lui ou pour les Warriors qu'il soit parti. Et ensuite, j'ai bien aimé ce qu'ils ont ajouté à l'intersaison. Donc il y a eu D'Anthony Melton, Kyle Anderson et Buddy Hield qui sont arrivés. Donc c'est des joueurs qui sont établis en NBA. On n'est pas sur des jeunes joueurs, on est vraiment sur des role players de qualité. Moi j'aime beaucoup l'addition Melton. J'ai eu pas mal l'occasion de le voir du côté de Philadelphie. Après, il reste quand même la question de la blessure, à pas oublier, parce qu'il a quasiment pas joué avec les Sixers, il est souvent revenu, puis il s'est reblessé en playoff, il a quasiment pas joué. Donc, à voir aussi quel rôle il va avoir. J'imagine que ils vont garder le même 5 qu'ils avaient en fin de saison, c'est-à-dire ce sera Curry, Podziemski, Wiggins, Kuminga, qui a l'air quand même d'être vraiment rentré dans le 5 majeur des Warriors, et puis Draymond Green. C'était une équipe qui était très très mauvaise en attaque de transition l'année dernière, et c'était un peu une nouveauté parce que les Warriors ont toujours été très très bons là-dedans. Et peut-être que leur addition, je pense, peut leur faire du bien avec un Buddy Hield, tu sais, qui aime bien jouer la transition, qui aime bien courir à 3 points. Avec Stephen Curry, je pense qu'il y a moyen, en tout cas, de retrouver une efficacité de ce côté-là. Il y a aussi également, défensivement, ils étaient très mauvais en turnover provoqué, et ça, c'est pareil, c'est un peu une nouveauté. Ils ont d'habitude, en termes de playmaking défensif, les Warriors ont toujours été très bons. Et avec Melton et Kyle Anderson, je trouve que c'est bien. Les deux sont à... Melton, il est à quasiment 3% de steal percentage. Et Kyle Anderson, il est à 2% de steal et de block percentage. Et en plus, je pense que ça peut faire... Kyle Anderson peut faire un bon relais à Draymond Green en sortie de banc, où il peut un peu avoir le même rôle, le rôle de hub offensif. Après, il y a quand même la question du coup de qui va être le créateur après Stephen Curry, parce que là, du coup, c'est une vraie question que je me pose. Parce que là, l'année dernière, c'était bon, il y avait Chris Paul qui s'occupait un peu de ça, de la création après Stephen Curry, puis il y avait pas mal Klay Thompson, du coup, qui avait été ramené en sortie de banc avec pas mal de systèmes off-ball, off-screen, qui faisait un peu de la création indirecte en sortie de banc. Mais là, du coup, je sais pas trop. Peut-être que ce sera Podziemski, peut-être qu'ils vont l'essayer là-dedans. Il y a peut-être un potentiel de second créateur. Peut-être qu'ils vont essayer ça, mais en tout cas, s'ils font ça, ça voudra dire qu'il y aura des tests. Et qui dit test, dit forcément, est-ce que le résultat sera là au départ? Pas forcément. Donc ça peut les faire plonger dans le classement. Je pense qu'il y a un meilleur plancher, mais est-ce que ça suffira à aller en play-in? Pas sûr. Pas sûr, sachant que vu la jungle de l'Ouest, et par exemple Memphis qui va récupérer tous ses blessés, même si là, les pauvres, il y en a de nouveaux. il y en a des nouveaux. Mais ouais, ça va être compliqué, je pense, quand même, pour les Warriors. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Moi, j'aurais tendance à dire non, Constant. Je sais pas ce que t'en penses, parce que pour moi, je considère que le plancher d'une équipe, c'est vraiment son niveau minimum. Et ils ont pas un plancher top 6. Il y a très peu d'équipes, selon moi, qui ont le niveau minimum top 6 à l'ouest, et les Warriors en font pas partie. Ah, je suis d'accord, ça a une bonne tête d'équipe de play-in, hein. C'est pas une équipe qui se qualifie directement en play-off, hein. Quand on regarde l'effectif, c'est une bonne tête d'équipe qui joue le play-in. Alors oui, on va dire que moi, je suis mitigé sur les ajouts de l'été. Ils ont pris Buddy Hield pour avoir le rôle de Klay Thompson, c'est-à-dire un petit peu shooter off screen. Et on va dire que t'as Buddy Hield à 8 millions. Pour l'apport qu'il a, c'est peut-être mieux que d'avoir Klay Thompson à, je sais plus combien il était, 35 ou quelque chose dans le genre. Enfin, voilà. On va dire que salariellement, en termes de coût, tu t'y retrouves un petit peu. Après, moi, c'est la problématique. En fait, y a deux problématiques. Il y a la première problématique, c'est la problématique Stephen Curry, dont on en a déjà parlé dans le DH20, donc je reviendrai pas là-dessus. Moi, la deuxième problématique, c'est une problématique qui se développe depuis 1 an et demi du côté des Warriors. Quid du spacing, en fait? Parce que c'est bien, hein, t'as ramené Buddy Hield, mais par contre, le reste, je suis désolé, Kyle Anderson, on avait vu du côté des Wolves, très bon défenseur, hein. Lui, il va aider pour le coup sur la création, et je suis pas tout à fait d'accord avec ce que t'as dit, Matt. Déjà, la création de Stephen Curry, on en a parlé dans le DH20, elle est inexistante en termes de créateur. Ils ont pris beaucoup de joueurs qui étaient capables d'avoir ce rôle de créateur. T'auras toujours Draymond Green qui sera en tant que créateur. Kyle Anderson, il vient pas pour le scoring, il vient pour de la création sur la seconde unit principalement. Et tu peux même rajouter Potts qui va traîner là-dedans, qui va être un plutôt bon créateur. Mais moi, c'est vraiment
la respectabilité des shooters. Parce que si on regarde le starting five, en se disant, OK, Buddy Hield n'est pas titulaire, et Anthony Melton, qui reste un bon shooter, mais un shooter dans la moyenne NBA qui n'a pas un volume énorme, bah, t'as que Stephen Curry, en fait, qui apporte du danger au niveau du spacing. Et on a vu que, tout Stephen Curry qu'il est, la simple présence et la seule présence de Stephen Curry n'est pas suffisant pour apporter du spacing. Donc, je pense qu'on va être sur une itération peut-être la plus éloignée des Warriors qu'on a pu voir depuis l'arrivée de Steve Kerr. C'est-à-dire que je pense que ça va être une équipe qui va, contrairement à ce qu'ont toujours fait les Warriors, beaucoup attaquer le cercle. Je pense que c'est des profils qui vont être... Tu vois, je serais pas surpris si les Warriors se retrouvent parmi les équipes qui provoquent le plus de lancers en NBA la saison prochaine. Avec les Jonathan Kuminga, avec les Trey Jackson Davis, avec ce type de joueurs, avec peut-être même un petit peu dans Wiggins s'il se remet dans le bon sens. Et moi, j'ai une réelle problématique de dire quid du spacing. Et je pense que les Warriors, je sais pas s'ils se sont... Je sais même pas s'ils se sont améliorés par rapport à l'an dernier, très honnêtement, en termes de profil. Si on regarde le roster, les noms, ok, mais si on regarde la synergie entre tous les profils, je suis pas convaincu. Et je pense vraiment que le plancher de ces Warriors, surtout que, la santé de Stephen Curry reste fragile, surtout avec les années qui s'accumulent. Pour moi, tu es dans une situation où non, ils ont pas amélioré le plancher pour sortir du play-in. Et je pense même que si je devais faire un petit pronostic, je mettrais les Warriors dans le play-in et peut-être même du mauvais côté du play-in, à savoir 9-10. Alors, je vais peut-être me tromper, je souhaite aux fans des Warriors de me tromper, mais pour moi, ça ressemble à une équipe qui aura peu ou prou la même saison en termes de bilan, en termes de résultats collectifs que ce qu'elle a eu l'an dernier. Hormis, si il y a un développement majeur des jeunes, à savoir soit Jonathan Kuminga, soit Brandon Podziemski, soit Moses Moody. Le truc qui pourrait peut-être apporter un peu de positif au bilan qu'on fait des Warriors, c'est que je trouve qu'ils ont une vraie profondeur d'effectifs. Alors certes avec des jeunes, mais ils ont un effectif plutôt profond quand on compare à certains autres de leurs adversaires dans cette bataille-là, c'est-à-dire celle des équipes de ce groupe, de cette classe moyenne à l'ouest qui essaye d'éviter le play-in. Après, Mathieu, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. C'est pas l'équipe que j'ai le plus préparée personnellement, parce que c'est une équipe que je reste de beaucoup regarder en début de saison. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, rapidement sur le côté que disait Constant, là, de créateur. C'est ce que je voulais dire, surtout, il manque pour moi un deuxième porteur de balle, parce que oui, Green et Anderson, c'est sympa, ils vont pouvoir faire de la création un peu avec des dribble and off, tout ça, avec Stephen Curry qui peut, on le sait, il a un peu la double casquette, il peut un peu plus porter la balle. D'ailleurs, je pense que cette année, il va devoir plus la porter que la saison dernière, mais pour moi, il manque ce deuxième joueur qui prenne son relais. Enfin, il manque un deuxième porteur de balle vraiment dans cet effectif. Et je pense que ça peut leur poser un problème, en tout cas pour cette bataille au play-in. Eh bien, enchaînons avec l'équipe qui a éliminé au play-in, du coup, les Warriors de la saison dernière. Ce sont les Sacramento Kings. Sacramento avait remporté 46 matchs, 46 victoires, 36 défaites, 9e à l'ouest, éliminé dans le second match du play-in, celui pour la 8e place, par New Orleans, 14e attaque et 18e défense, toujours selon Cleaning de Glace, et leur over-under est à 46,5 victoires, 7e à l'ouest. Je vais attaquer au début cette question sur les Kings et puis je relancerai celui d'entre vous qui a envie de parler. Que va devenir l'attaque en mouvement des Kings avec l'arrivée de DeRozan? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne question. Pour moi, la question, c'est peut-être plutôt comment vont attaquer les Kings avec 4 joueurs à 25% d'usage ou plus. Parce qu'en fait, quand on fait l'addition, on a Fox qui est largement au-dessus des 25, on a Sabonis qui flirte avec les 25, ça dépend de la méthode de calcul, et on a Monk qui est plutôt à 24-25. Tu rajoutes DeRozan qui est aux alentours de 30, et là tu te retrouves face à un problème mathématique. Comment distribuer le ballon? L'attaque en mouvement, je pense qu'elle va forcément être modifiée parce que on transforme un profil qui est celui d'Harrison Barnes, qui est un joueur qui peut stretch, même s'il y a des grosses en termes de variance, en termes de réussite au shoot, on est quand même sur un exemple assez extraordinaire avec Harrison Barnes, par un joueur qui est plus, alors je vais pas tomber dans la caricature, comme DeMar DeRozan, qui est plus dans la recherche de mi-distance et surtout la recherche de fautes, ce qui pourrait être pas mal pour les Kings qui ont peut-être un poil souci à ce niveau-là. Par rapport à l'attaque de mouvement des Kings, on avait un peu parlé dans le DH20, Constant. La question, c'est aussi, est-ce que les role-players vont continuer à mettre dedans aussi, ou retrouver cette capacité à mettre dedans, parce qu'il n'y a pas d'attaque de mouvement s'ils ne sont pas capables de mettre dedans. Donc voilà, pour moi, la question est plutôt où est-ce qu'on situe leur capacité à adapter leur
leur attaque avec 4 joueurs qui ont un très gros usage et 4 joueurs qui ont un très gros usage sans être dans des capacités à être off-ball pour peut-être les 2 d'entre eux qui ont le plus d'usage, c'est-à-dire que le tir de De'Aaron Fox sera très important cette année. Il a essayé, on l'avait dit dans le DH20, de varier, d'être un peu moins au cercle, un peu plus au tir. Il risque d'avoir des séquences où il sera loin du ballon. DeMar DeRozan loin du ballon, on va aussi se poser cette question. Je suis un peu moins inquiet pour peut-être Malik Monk qui a peut-être lui plus des capacités de tir. Enfin, Sabonis, c'est peut-être dans une réflexion un peu différente des 3 autres parce qu'il sera plus dans du rôle à l'intérieur, même s'il a cette capacité d'être un joueur qui va beaucoup jouer sur le end-off, etc. Donc, moi, c'est plutôt rétribution des rôles et du ballon plutôt que le style d'attaque que va adopter Mike Brown. Est-ce que vous voulez réagir sur les Kings, les gars? Allez, je vais aller du côté de Constant, puis on conclura ce moment californien. Ah non, on va pas le conclure justement. On restera en Californie après. On reste encore en Californie. Vas-y, Constant. On va changer de lieu, on va dire, comme l'équipe d'après. Mais non, mais les Kings, en fait, c'est difficile. Les Kings, je pense qu'il y a une sous-question pour moi dans la question et qui est pas vraiment en rapport avec la question, mais faut quand même pas sous-estimer le fait que ce soit De'Aaron Fox, que ce soit Domantas Sabonis, que ce soit Malik Monk, que ce soit DeMar DeRozan, c'est des joueurs qui loupent très peu de matchs. Donc, comme tu l'as dit, Ben, dans une conférence Ouest où il y a beaucoup d'équipes dans le milieu, eh ben peut-être que la différence de 3-4 wins, elle peut se faire sur la simple présence de tes joueurs ou non. Et on va dire que j'ai plus confiance en la capacité de De'Aaron Fox, de Domantas Sabonis, de DeMar DeRozan à être présent que la capacité, je sais pas, de Kawhi Leonard, de Kevin Durant ou de Stephen Curry pour être présent sur l'intégralité d'une saison régulière. Donc attention, je pense que j'irai pas jusqu'à dire je mettrais une piécette, enfin non, ne pariez pas, mais si je faisais des pronostics à 0 centime, ce serait sur l'over des Kings. Mais je pense que c'est une équipe qui peut surprendre. Après, au niveau de l'attaque, je pense que c'est une équipe qui s'est dit, bon ok, l'attaque en mouvement, ça marchait moyennement parce que nos shooters mettaient pas dedans. On va quand même partir sur l'aspect le plus valuable, entre guillemets, d'une attaque, c'est de la création via isolation avec l'arrivée de DeMar DeRozan. Ça va complètement changer le style de jeu offensif, même si, voilà, je trouve que DeMar DeRozan n'est pas non plus un mauvais playmaker depuis ces années à San Antonio. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir DeMar DeRozan qui porte la balle et du coup, tu peux avoir un De'Aaron Fox qui peut être un peu plus off-ball, tu peux avoir un Malik Monk qui joue pas mal de séquences off-ball quand il est avec des titulaires. Donc, on sera dans une situation où il sera quand même capable de les servir et tu auras quand même du jeu en mouvement. Pour moi, la réelle problématique, elle se pose en 2 points. La première, c'est est-ce que les role-players retrouveront leur adresse, comme tu l'as dit, Ben, et je pense que la saison de Sacramento, elle joue sur ça. C'est-à-dire que si Keegan Murray et Kevin Huerter retrouvent l'adresse qu'ils avaient sur la 2022-2023, je pense que les Kings peuvent même sortir du play. Je le dis très honnêtement, avec la santé de leurs joueurs et le fait que tu auras des joueurs tes 4 meilleurs joueurs sont des joueurs de qualité, je pense que si les shooters mettent dedans, ils peuvent sortir du play. Moi, la deuxième problématique, c'est l'intégration, la complémentarité entre DeMar DeRozan et Domantas Sabonis. C'est-à-dire que pour De'Aaron Fox, j'ai aucun doute. Pour Malik Monk, j'ai aucun doute. Par contre, Sabonis, en fait, il posait pas de problématique de spacing parce que quand il porte la balle, du coup, t'as pas cette problématique de dire il est pas capable de tirer à 3 points. Par contre, avec DeMar DeRozan, tu vas avoir un usage plus bas pour Sabonis, donc Sabonis qui va être off-ball, donc peut-être des problématiques de spacing. Donc moi, c'est vraiment sur cette optique de dire Fox, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va être capable de jouer off-ball. Malik Monk, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va être capable d'évoluer off-ball. Par contre, quid vraiment de l'association entre DeMar DeRozan et Domantas Sabonis quand l'un des deux aura la balle, parce que c'est valable aussi pour le jeu off-ball de DeMar DeRozan. Une petite interrogation pour conclure. On a vu un tout petit peu de développement offensif de Keegan Murray l'an dernier en termes de création individuelle. J'ai peur qu'avec l'arrivée de DeRozan, ça soit complètement mis sous le tapis cette année. Matt, qu'est-ce que tu as rajouté sur les Kings, du coup, qui ont quand même un over-under plutôt solide, hein. Ils sont annoncés 7e à l'Ouest dans une conférence Ouest, on l'a dit, où la bataille pour éviter le play-in sera féroce. Qu'est-ce que tu as à dire sur les Kings? Rapidement, ouais, vous avez bien résumé les Kings. J'avais 2 stats en fait qui résument bien un peu leur identité offensive. Le temps qu'ils ont entre chaque joueur, le temps qu'ils ont le ballon en main. Ils sont 2e de NBA derrière les Indiana Pacers et ils sont 5e de NBA en temps de possession globale. Et DeMar DeRozan, on le sait, c'est un gros monopolisateur de ballon. Lui, il est dans le top 15 dans les 2. Donc,
On sait que c'était un peu leur valeur, tu sais, d'attaquer rapidement, de créer du mouvement rapide. Là, du coup, avec DeRozan, je pense que c'est pour ça que la question de base était celle-là. Je pense que ça va changer quand même pas mal de choses. Et du coup, l'identité offensive, je suis vraiment curieux de voir ce qu'elle va être. Il y aura forcément plus de jeux, du coup, en pick and roll entre DeRozan et Sabonis. Alors après, ça peut être bien, parce que Sabonis, c'est un bon poseur d'écran, donc ils peuvent créer quand même du décalage comme ça. Et puis ça permet aussi d'avoir une autre manière d'attaquer et pas toujours être en dribble and off, sachant qu'en plus, la saison dernière, les équipes étaient un peu plus préparées à ce que faisaient les Kings et ça a donné un résultat moins bon. Et la dernière chose que je m'étais mis dans mes notes, j'ai l'impression qu'en fait, entre le plancher et le plafond, on est vraiment très proche, voire c'est la même chose en fait. Et sous les toits, effectivement. Effectivement. C'est les équipes de DeMar DeRozan, hein. Pas être méchant, mais toujours pareil. Eh bien, restons en Californie pour boucler ce chapitre des équipes qui sont donc entre 10 et 20 au niveau de l'over-under avec les Los Angeles Clippers. 31 victoires, 31 défaites la saison dernière, 4e à l'ouest, éliminé par les Mavericks au premier tour des playoffs, 4e attaque et 14e défense, je le répète parce que vous allez voir, ça va justement revenir. Leur over-under est à 40,5, sa petite note, ce qui fait qu'ils sont vraiment, selon Vegas, considérés comme en dessous du reste de la meute à l'ouest. Ils sont vraiment mis un cran en dessous. Et je précise d'ailleurs que, je ne sais plus si j'ai pris les over-under avant ou après l'annonce de la blessure de Kawhi, peut-être avant. En tout cas, sûr, ils ont été pris avant et ça on va revenir plus tard, avant l'échange 4 du côté de New York. La question, programmés pour être top 5 défense, vont-ils y arriver? Constant. Moi, je t'avoue, hein, de toutes les questions qu'on a eues aujourd'hui, c'est celle où je me suis dit non. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi oui. Et je suis toujours resté à non, mais je t'en prie. Parce qu'ils ont beaucoup de profils défensifs. C'est ça le truc. C'est que tu regardes tu regardes le pivot titulaire, c'est Zubac, qui est un très bon protecteur de cercle. Oui. Pour ceux qui ne regardent pas, Zubac est un très bon protecteur de cercle. Le titulaire à l'aile, ça va potentiellement être Derrick Jones Jr., qui est un bon, voire un très bon défenseur sur le point of attack. T'as le retour de Nicolas Batum, qui va être bon défensivement. T'as en sortie de banc, tu vas avoir Chris Dunn, qui est un espèce de pitbull défensif sur le porteur de balle. T'as Amir Kofi, qui est pas mauvais défensivement non plus. En fait, parmi toutes les recrues de l'intersaison, ils ont beaucoup de profils. Ils ont vu l'arrivée de beaucoup de profils très défensifs. Ça, bien sûr, Kawhi Leonard, même si, voilà, ceux qui nous disaient, vous nous embêtez à classer Kawhi Leonard aussi haut, doivent bien se marrer quand ils voient que, il est une nouvelle fois blessé. Donc, voilà, je trouve que ces Clippers, pour moi, je suis mitigé sur ces Clippers. Alors déjà, petit instant gauchias, mais faire revenir Kevin Porter en NBA après ce qui s'est passé en se disant oh ça fait 1 an qu'il est out, c'est bon, on peut le faire revenir. C'est honteux, voilà, je tiens à le dire, hein, mais c'est déjà la franchise qui avait fait revenir Josh Primo, hein. Donc voilà, on n'est plus à ça près du côté des Clippers, j'ai envie de dire, c'est un petit côté olympique de Marseille à eux. Mais non, sur cet aspect-là, je trouve que bon, ça c'est pas cool. Et il y a un deuxième aspect, c'est que pour moi, la meilleure saison entre guillemets théorique des Clippers en termes de profil, c'est la saison qu'ils avaient fait justement la 2021-2022, la saison sans Kawhi, où il me semble qu'ils sont top 5 défense, mais ils ont une attaque qui est catastrophique. Et en termes de bilan, je crois qu'ils sont à 41 ou quelque chose dans le genre. Ils sont tout juste à l'équilibre, ils sont en 40-42, ils sont pas très loin de ça. Donc ouais, quand je vois l'over-under de Vegas, je me dis c'est bas, 40,5, parce que c'est une équipe qui sera à peine dans l'équilibre. Mais effectivement, quand tu vois les profils, tu as beaucoup de profils qui sont talent dépendants. Et je pense que là aussi, on en a parlé dans le DH20. Est-ce que en 2024, tu peux encore avoir une attaque efficace menée par James Harden sur un gros volume? Ça, c'est une question que je me pose parce que à partir du moment où Kawhi Leonard est blessé, ou même quand il est sur le parquet, c'est pas celui qui a la plus grosse charge offensive, tu réponds beaucoup et tu demandes beaucoup à James Harden. Et en fait, les profils qui sont à côté de lui, hormis un petit peu de Norman Powell qui peut faire de l'autocréation pour lui, et Bones Island, mais qui, je pense, ne verra pas le parquet, faut parier sur Kevin Porter Jr., comme j'ai dit, faut parier sur un développement ubuesque de Terrence Mann. Donc ouais, pour moi, la problématique, c'est que c'est une équipe qui a beaucoup de profils défensifs et qui, offensivement, va s'en remettre sur de la création de James Harden et de la création de Kawhi Leonard, ou un petit peu de Norman Powell. Pour moi, c'est pas suffisant pour te sortir de l'espèce de grosse jungle de la conférence Ouest. Donc
Les Clippers nous ont toujours surpris, que ce soit positivement ou négativement. Chaque saison, ils parviennent à nous surprendre. Donc, je ne serais pas surpris s'ils viennent à nous étonner cette année. Mais on va dire que effectivement, comparé aux équipes dont on a parlé là, je les mettrais plus du côté Warriors que du côté catégorie du dessus. Alors, ça dépend des endroits où on regarde, mais la seule saison que j'ai en top 5 défense des Clippers, moi, c'est la première du Kawhi Paul George. Autrement, ils vacillent entre 7, 8, etc. Qui sont jamais vraiment top 5. Mathieu, est-ce que tu peux me convaincre, du coup, qu'ils seront peut-être top 5 défense? Et j'aurais dû t'appeler Matt, mais on peut aussi dire Mathieu, parce que je me trompe. Bah, je sais pas si je vais arriver à te convaincre. Oui, Constant a bien résumé. C'est vrai qu'on a énormément de profils défensifs. On a aussi Chris Dunn, moi que j'aime beaucoup, qui est un très bon navigateur d'écran, qui fait du playmaking défensif. Après, ça reste quand même de la défense d'un arrière. Il y a Zubac qui est effectivement un bon protecteur de cercle, je pense sous-estimé de NBA. Après, quand tu regardes le backup pivot, en fait, quand j'ai regardé la depth chart en faisant l'épisode, j'ai vu Mo Bamba et là, j'ai eu très très peur. Parce que franchement, Mo Bamba en backup, moi je peux vous dire, c'est pas du tout viable aujourd'hui en NBA. Enfin, son meilleur rôle, on va dire, en fait, c'est de l'utiliser en roamer seulement parce que bah forcément, il est très grand, donc il va arriver à te protéger un peu ton cercle comme ça. Mais par contre, sur drop, sur pick and roll, mais c'est même pas la peine. Il arrive pas à bouger en fait. Défendre l'espace, c'est pas possible pour Mo Bamba. Je pense que là-dessus, ça a peu pêché. Et il y a aussi autre chose, c'est l'année dernière, c'était une très mauvaise défense de transition, les Clippers. Et même avec les arrivées qu'il y a eu là, je ne suis pas sûr que ça s'améliore. Parce que Kawhi Leonard, c'est pas un joueur qui replie énormément en transition. James Harden, j'en parle même pas. Mais là-dessus, je pense que je suis pas sûr qu'il y aura une très grosse amélioration. Donc, ouais, ce sera compliqué. Puis il y a quand même aussi la perte de Paul George qui est pas à négliger. C'est avec toute l'activité off-ball qu'il avait, qu'ils n'ont plus. Alors il y a Nicolas Batum qui va un peu remplacer ça. Mais est-ce qu'il va avoir un gros temps de jeu, Batum? Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y aura plusieurs tests de fait par le coach pour voir qu'est-ce que ça donne. Et par contre, si du côté offensif, moi je suis très très inquiet parce que Tyronn Lue, il aime bien faire tout ce qui est attaque de mismatch. Là, du coup, avec Paul George, tu as une option en moins. Et ça va devenir très, très stéréotypé. Et en plus, je suis inquiet au niveau du spacing. Parce que avec Derrick Jones Jr. sur le terrain, ou alors Chris Dunn, je sais pas qui c'est qui va starter. Mais en tout cas, tu auras un moins bon spacing que l'année dernière. Et du coup, avec ton attaque de mismatch et pouvoir ressortir sur les shooters, bah, ça va donner, je pense, un moins bon résultat que l'année dernière. Bon, en quelques mots, vous avez déjà ciblé les principaux problèmes. Tu fais quoi pendant les 20 minutes où t'as pas Zubac sur le terrain? Mo Bamba, vous l'avez dit, moi ça me terrifie. C'était déjà une problématique pour eux, ils étaient moins bons défensivement quand Zubac n'était pas sur le terrain. Et je rappelle, et c'est ça moi mon point de départ, c'est que l'année dernière, une équipe des Clippers, peut-être avec un poil moins de talent défensif, parce qu'il y a quand même eu l'arrivée de Derrick Jones, il y a eu l'arrivée où est-ce que j'ai mis bien, de Chris Dunn, vous l'avez dit, et de Nicolas Batum. Le fait est qu'ils étaient 14e avec une équipe qui était en bonne santé et qui avait de meilleures solutions au poste de backup pivot, même si les fans des Clippers avaient très peu d'amour pour Plumlee ou Daniel Theis. Ils ont un moins bon backup pivot. Ils ont déjà pas Kawhi. Il y a une problématique que vous avez plus ou moins déjà mise en avant, c'est que je renvoie peut-être l'épisode un peu sur l'efficacité, on avait un peu parlé de ça, c'est que avec beaucoup de joueurs de fin de chaîne, tu vas beaucoup mettre en avant James Harden, ce qui peut amener possiblement des pertes de balles, ce qui te tue pour ta défense. Et deuxième chose, si tu es dans une situation où tu responsabilises beaucoup James Harden, défensivement, tu vas le payer. Et quand tu analyses les équipes qui sont très très hautes défensivement, soit elles ont de la protection de cercle élite pendant 48 minutes, soit elles ont de la défense du large qui est très 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 bonne, sans lien faible. Je vois pas les Clippers avec ni l'un ni l'autre. Ça peut être une top 10 défense. Top 5, c'est trop ambitieux. Après, peut-être dire un petit truc. James Harden n'a jamais manqué les playoffs de sa carrière. Donc,
peut-être pas, partez pas en vous disant les Clippers, ça va être compliqué. Il faut bien que ça arrive à un moment. Hein. On va dire qu'en termes de plafond, les équipes avec James Harden, il y a toujours un plafond. Alors après, ce sera peut-être l'année où il peut pas suffisamment porter en termes de plafond parce que la conférence Ouest est rude. Mais attention quand même au fait que c'est Clippers et que Tyronn Lue soit un génie aussi. Je pense que, tu vois, on parle du fait que au niveau des line-up, il n'y a pas de backup pivot et tout. Pas sous-estimer la créativité que peut avoir Tyronn Lue sur certaines de ses line-up. Et je pense que tu vois, en termes de starting five, je sais pas qui start en fait à l'opening night. Tu vas avoir peut-être Terrence Mann. Et en fait, est-ce qu'il va faire starter Robert Covington, n'importe quoi. Est-ce qu'il va faire starter Norman Powell? Je sais pas pourquoi j'ai confondu Robert Covington et Norman Powell. Est-ce qu'il va faire starter Norman Powell? Est-ce qu'il va faire starter Amir Coffey? Attention à ce point-là quand même, ne pas sous-estimer un peu la créativité au niveau des line-up que peut avoir Tyronn Lue pour combler certains manques qu'il a pu avoir par le passé. Eh bien, entamons la partie top 10. On est avec les équipes qui sont... Il y en aura donc 4 dans cet épisode. J'ai fait ça pour un peu contrebalancer le fait que cet épisode n'a peut-être pas les équipes les plus sexy. Donc voilà, je vais leur refaire des équipes non, la dernière équipe, qualité. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Elle est très sexy. la équipe, plus sexy de toutes. Je suis désolé. On va entamer avec Philly, et oui, c'est un peu un contrat. On est obligé de parler des équipes, des membres de l'équipe qui sont présents dans l'épisode, et donc, on vous l'a dit en introduction, Matt est un fan des Sixers. Les Sixers de l'année dernière ont remporté 47 victoires, ont perdu 35 matchs, ont été classés 7e à l'Est, ont été éliminés par les Knicks au premier tour des playoffs. Ils se classaient 15e en attaque, 11e en défense. Encore une fois, et toujours selon Cleaning de Glace, leur over-under est à 52.5, 3e à l'Est. Alors, question, Mathieu, comment répartir l'usage entre Tyrese Maxey et Paul George lorsque Embiid sera absent? J'adore l'utilisation du futur, on n'est même pas sur du conditionnel, on est sur du futur sera absent. Alors déjà des blessures d'Embiid. Bah, on est obligé. Hein, mais... Ouais. Non, mais il sera absent même sur le banc, hein. C'est pas non plus dire qu'il sera blessé. Hein. Tu vois le mal partout, Matt, voyons. Non, mais en plus, c'est une bonne question parce qu'en plus, ce que j'ai bien aimé là, il y a eu pas mal de déclarations pour une fois qui sont sorties où j'ai vu que le coaching staff cette année veut load manager Embiid. J'ai envie de dire, il était temps parce que je trouve que dans les années qui viennent de s'écouler, c'était pas le cas en fait en saison régulière. Alors peut-être que c'est lui aussi qui veut à chaque fois chasser le MVP et qui veut absolument jouer le plus de matchs possible. Mais je pense que c'est une priorité qu'il soit load manager. Il se blesse tout le temps. À chaque fois, il est blessé en playoff. La saison dernière, j'en parle même pas. Il a manqué quasiment un peu plus de la moitié de la saison régulière pour du coup un résultat en playoff décevant parce que encore une fois, il n'était pas remis de ses blessures. Donc cette année, j'espère qu'il déjà il ne jouera pas les back-to-back. Il va être load manager. Donc effectivement, quel va être le usage de Paul George et de Tyrese Maxey, sachant que ce qu'il faut savoir avec Embiid, en fait, c'est que c'est l'identité offensive et défensive de Philadelphie. Surtout là, avec Nick Nurse, il l'a vraiment utilisé en hub offensif. Ça a été une nouveauté cette année avec beaucoup de mouvements autour. Du coup, quand en fait il est pas là, et il y a plus d'identité, on l'a vu. Enfin, les Sixers, c'était n'importe quoi offensivement. C'était on essayait en fait de donner le plus possible la balle à Tyrese Maxey qui essayait de créer du jeu, mais c'est pas sa valeur première. Donc là, du coup, il y a eu Paul George qui est arrivé. À voir comment l'identité offensive va être. Au niveau du usage, moi, je pense que ce sera à peu près réparti entre les deux, sachant qu'ils ont un peu les deux aiment bien jouer on et off ball. Je pense que c'est leur valeur première. Il y en a pas un qui aime plus créer que l'autre. En plus, Maxey, il a été beaucoup utilisé on ball pour un résultat moyen en termes de pull-up. Il a pas fait une très bonne saison. Il est très fort en termes de catch and shoot. Donc là, le fait de ramener Paul George, je pense que ça peut l'aider à avoir peut-être plus de système off ball pour l'utiliser un peu plus en catch and shoot, sachant que dans les corners, il est à 50%. Tyrese Maxey, je crois que c'est un des meilleurs shooters dans les corners à 3 points. Donc ça peut lui être bénéfique. Il y a eu aussi l'arrivée de Andre Drummond du côté de Philadelphie. Alors, je sais qu'il y en a, moi, le premier, j'étais pas ravi de son arrivée. Après, je pense que là où ça peut être bénéfique, c'est que Andre Drummond s'est bien posé ses écrans
Et Tyrese Maxey, il a besoin de ça. C'est pas un joueur qui s'est créé en isolation, en du 1 contre 1. Il aime bien qu'il y ait d'abord un écran de posé pour lui permettre de créer un premier décalage, pour ensuite, avec sa vitesse, puisse arriver dans la raquette et à partir de là, soit terminer, soit essayer un peu de créer du jeu. Donc, je pense que quand même, comparé à Paul Reed qui avait beaucoup de mal à poser des écrans, ça au moins, je pense que c'est un manque qui a été comblé. Et en plus de ça, je trouve que finalement, en termes de spacing, moi j'aime bien ce qui a été fait avec les nouvelles arrivées. Alors il y a eu le rookie Jared McCain, je sais pas quel temps de jeu il aura, mais en tout cas c'est un des meilleurs shooters de la draft qui a été pris. J'aime bien l'arrivée de Caleb Martin qui, bon, c'est pas un shooter, c'est pas dans l'élite, mais j'ai envie de dire il sera respecté, en tout cas il sera minimum respecté. Même si c'est sûr qu'on n'est pas dans l'élite. Après, il y a Eric Gordon, pareil, qui est un bon shooter. À voir comment sont réparties les minutes. Répartition, Maxi, PG, lorsque Embiid sera absent / sur le banc. Je vais Ben ouais, rétablir bien ta sûr, question. bien sûr, / blessé. Enfin, sera absent, entre parenthèses, sur le banc / blessé. Non, mais déjà, Matt t'a dit qu'il allait être load manager. Déjà, on sait qu'il jouera pas à Denver. C'est un peu la tradition annuelle de Joel Embiid. C'est J'allais la quand, faire. quand je vais à Denver, je ne joue pas. Donc déjà, tu peux être sûr que là, ce match-là, il va le louper. Non, je plaisante, les fans de Philly, me tapez pas dessus. J'ai failli faire mon Charles Barkley quand tu as cité le nom de Paul Reed. Je me suis dit, c'est vrai que Paul Reed, il joue. Et en fait, il a été Détroit. récupéré à Détroit. Ouais, c'est Voilà. J'avais fait un oubli sur cette arrivée, donc j'ai failli faire mon Charles Barkley. Non, mais du côté de Philly, Daryl Morey, il a fait revenir ses copains, il a fait revenir Eric Gordon, il a fait revenir Kenyon Martin Jr. aussi, qui a vraiment une trade exception humaine. Il a fait revenir Andre Drummond. Enfin, c'est du typical Daryl Morey. Mais après, plus sérieusement, sur cette question de la répartition de la charge offensive, pour moi, il y a une problématique qui se pose, c'est que on a vu Tyrese Maxey en tant que principal porteur de balle, ça n'a pas très bien fonctionné au moment où Joel Embiid était blessé. Ça a un peu, non, j'allais dire, c'est un peu mieux fonctionné en playoff. Ça a un peu mieux fonctionné pour lui. Par contre, pour les résultats collectifs de Philly, ça a pas beaucoup mieux fonctionné puisque les Sixers ont littéralement plombé en termes de net rating sur les minutes sans Joel Embiid en playoff. Et moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que Paul George, on a la théorie, Paul George, porteur de balle. Sauf que si on regarde les années aux Clippers, plus on avance en termes d'années, plus le pourcentage de paniers assistés est important sur Paul George. C'est-à-dire que plus les années augmentent, plus il a besoin d'un premier décalage au préalable pour pouvoir scorer. Et ça, c'est un truc qui m'inquiète un petit peu. C'est que est-ce que c'était lié à l'arrivée de James Harden? Donc forcément, quand tu as un créateur comme James Harden, tu vas être plus assisté que sur la 2021-2022 où c'était vraiment l'alpha et l'oméga de l'attaque. Mais on a vu sur cette saison-là aux Clippers, lorsqu'il était l'alpha et l'oméga de l'attaque, qu'il n'était pas si bon / efficace que ça offensivement, Paul George. Donc moi, c'est une problématique qui se pose. Après, voilà, je pense que en saison régulière, ça va suffire. On parlera pas des playoffs tout de suite, mais ouais, moi j'ai une petite crainte sur ce côté Philly où je me dis, ok, tu vas avoir une répartition entre Tyrese Maxey et Paul George. Alors c'est un luxe que beaucoup d'équipes n'ont pas, mais je pense qu'en termes de création individuelle, sur les deux, je suis plus bas que la moyenne. C'est-à-dire que pour moi, ouais, il y a des situations où face à des secondes units, ça va peut-être fonctionner. Par contre, si tu te retrouves sur des matchs où Joel Embiid est absent, j'ai un petit doute sur le réel plancher de cette équipe quand tu enlèves Joel Embiid et même sur les arrivées avec Caleb Martin. Moi, je vais être très honnête. J'aime bien l'ajout. Par contre, je suis terrifié du niveau qu'il peut avoir quand il sort de l'écosystème Miami. Il y a toujours ce prisme avec des joueurs qui sortent de Miami en étant plutôt bons. Ils arrivent dans une autre franchise et c'est une catastrophe. Caleb Martin, en plus, à 3 points, c'est pas un énorme shooter de volume. L'efficacité est assez moyenne. Donc voilà, je suis plutôt content de l'arrivée de Kelly Oubre. Par contre, enfin, la prolongation de Kelly Oubre parce que c'était vraiment pas donné. Et lui, pour le coup, je pense à pouvoir aider un petit peu dans de l'auto-création, vraiment sur quelques séquences face à des bancs. Et une dernière problématique, moi, c'est le backup meneur. Alors ouais, Jared McCain est arrivé et pour le coup, c'est un joueur que j'aime bien. Donc s'il a du temps de jeu, il peut être plutôt utile. Par contre, Kyle Lowry, Reggie Jackson, ça commence à souffler au niveau du cardio. Là, le moteur commence un petit peu à tousser. Donc ouais, je pense que c'est une équipe qui, on sait, pour avoir un bon bilan de saison régulière, faut avoir du star talent, bien évidemment,
mais aussi le backup meneur et le backup pivot, ça peut être un truc qui peut pas mal t'aider. Donc, je suis pas sûr qu'avec Kyle Lowry et Reggie Jackson, ils aient vraiment 48 minutes de qualité en termes de guard play sur l'intégralité d'un match. Et backup pivot, André Drummond, j'aime bien, mais bon, c'est quand même assez limité, voire même extrêmement limité. Matt, un dernier mot, c'est ton équipe, je te laisse conclure. Oui, mais c'est vrai que par rapport à Paul George, bon, j'avais quand même noté que tu sais, dans les ISO pick and roll post-up, j'ai regardé, il est dans le 80e centile ou plus dans chaque play type. Mais c'est vrai que là où je rejoins Constant, j'ai regardé pas mal de films de Paul George de la saison régulière passée là avec les Clippers. Et c'est vrai que quand la défense est là, qu'il n'y a pas de décalage et que tu demandes à Paul George de créer tout seul, bah c'est vrai que c'est là où il a eu le plus de mal. En fait, il va plus trop au cercle, c'est souvent du pull-up ou alors du pull-up à mi-distance. Mais en fait, là, finalement, où il excelle le mieux, c'est il a déjà un pré-décalage de créer et c'est lui, il va aller te finir au cercle ou alors finir à 3 points. C'est pour ça que je compte sur Nick Nurse qui a montré des bonnes choses dans ses systèmes offensifs pour pouvoir essayer de créer du mouvement et pouvoir essayer d'utiliser Paul George finalement en mouvement le plus possible avec Tyrese Maxey. Je pense que c'est là la clé peut-être des minutes sans Joel Embiid et quand Joel Embiid ne sera pas là. Eh bien, enchaînons, les gars, avec... Alors, on a fait une petite blague avec cette équipe, donc on va partir du côté des Rocheuses. On va parler de Denver, des Denver Nuggets. En 2023-2024, ils avaient remporté 57 matchs, ils en avaient perdu 25. Assez pour être deuxième à l'Ouest, pas assez pour profiter et pouvoir passer le défi Wolves. Les Wolves les ont éliminés donc au deuxième tour. 5e attaque et 9e défense, toujours selon Cleaning de Glace. Leur over-under est à 51.5, 51,5, 51, une victoire féminin, 51,5 victoires. 3e à l'ouest. Alors, ne regardez pas ma page LinkedIn, quel est mon métier. Alors du coup, qui sera le 5e titulaire? Constant, c'est notre question. Alors, parce que c'est un peu la question qu'on se pose avec Denver depuis globalement le départ de KCP, qui sera le 5e titulaire? C'est une question qu'on se pose, d'autant plus qu'on sait du côté des Nuggets, le 5, KCP, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Jamal Murray, Nikola Jokic, c'était l'un des 5 les plus utilisés de toute la NBA, c'était surtout l'un des 5 avec le meilleur net rating. On en a déjà parlé en long, en large et en travers durant l'été, donc voilà, le départ de KCP, pour nous, on va dire que c'est un départ qui est notable. Pour la fanbase des Nuggets, ils ont plutôt tendance à relativiser. Je pense que les Nuggets, déjà, c'est le 3e gagnant du trade de Karl Anthony Towns. C'est même le 2e gagnant, je pense, après les Knicks, du trade de Karl Anthony Towns. En mode, ouais, c'est bon, on n'aura plus le double pivot contre Nikola Jokic, donc en playoff, ça va bien se passer. Mais blague à part, non, pour moi, la question du 5e titulaire, elle se pose, et même, par extension, j'ai envie de dire, elle se pose parce que sur le banc, t'as assez peu de certitude, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on regarde le banc des Nuggets. Encore une fois, je sais que les fans des Nuggets, et je vais avoir l'occasion d'en parler pas mal de fois cette saison, wink wink, des jeunes des Nuggets, mais je sais que la fanbase des Nuggets est relativement plus haut sur les jeunes joueurs que ce que nous on peut l'être, et une bonne partie du NBA Twitter peut l'être aussi, sur les Christian Brown, sur les Peyton Watson, sur les Julius Randle, sur ce type de profil. Mais on reste quand même sur des joueurs qui sont soit dans leur première année, soit en deuxième, soit en troisième année. En gros, on est sur des contrats pour une équipe qui a pour objectif de jouer le titre et pour une équipe qui a quand même pour objectif d'avoir un seeding très élevé en saison régulière. Donc ouais, la question du 5e titulaire, elle se pose parce qu'en fait, t'as pas de profil immédiatement auquel tu penses pour dire ok, ça peut remplacer KCP. Pour moi, ce rôle du 5e titulaire, il se joue entre deux joueurs. C'est soit Christian Brown, soit Peyton Watson. Et du coup, tu arrives sur une problématique, c'est que selon moi, KCP avait les qualités avait les qualités, pas vraiment, mais on va dire que c'était un mix entre le rôle que peut avoir Peyton Watson et le rôle que peut avoir Christian Brown. Avec Peyton Watson, tu as l'aspect très défensif. Bon, par contre, en attaque, je maintiens que c'est un joueur qui est difficilement utilisable. Et Christian Brown, on va dire, qui est un joueur un peu plus utile en attaque, un peu plus capable de sanctionner à 3 points, dans ce rôle que pouvait avoir KCP. Donc, ouais, qui sera le 5e titulaire? Moi, si je devais mettre une piécette, et c'est là où vous allez voir que je vais me gourer, je mettrais Peyton Watson. Je pense qu'ils ont besoin d'un joueur capable de défendre sur le point of attack dès le début de match, et qu'ils ont préféré garder Christian Brown peut-être
pour une utilisation avec potentiellement Russell Westbrook dans ce profil-là, ou le garder avec Jamal Murray, en tout cas les minutes sans Jokic. Donc voilà, je pense que 5e titulaire Peyton Watson, mais pour moi, ça transcrit un truc où, en fait, du côté de Denver, il y a une réelle interrogation sur le banc, et le fait qu'il n'y ait pas de 5e titulaire identifié ou de remplaçant clairement identifié montre aussi que, passé le quatuor magique, il y a peut-être quelques incertitudes. Peyton Watson, Christian Brown. Matt, ton pronostic? Ouais, moi j'aurais Russell plutôt Westbrook. dit Christian Brown, ouais. Parce que c'est vrai qu'en playoff, on a vu, il faisait quand même plus confiance à Christian Brown que Peyton Watson. Après, peut-être que ce sera Watson. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, sachant qu'en plus, les Nuggets, ils ont fait jouer leurs 5 majeurs 1923 possessions, et c'est les premiers de NBA pour un résultat de plus 13 de net rating. Et le deuxième 5, c'est 932 possessions, et en fait, il suffit juste d'enlever Jamal Murray et de rajouter Reggie Jackson, mais sauf que Reggie Jackson, il est plus là non plus. Donc en fait, tes 2-5 qui ont le plus joué, eh bien, tu ne les as plus au final. Donc il va falloir composer vraiment avec une nouvelle rotation, avec de nouveaux joueurs, avec en plus, je pense, c'est vrai, comme il a dit Constant, il y avait les deux côtés du terrain avec KCP, et puis tous les schémas en edge que Jokic maintenant arrivait à bien performer là-dedans. En plus, tous les joueurs des Nuggets, ils arrivent bien, je trouve, à recover les décalages créés, et surtout KCP. Je pense que ça va vraiment être une très grosse perte, et je suis curieux de voir les résultats défensifs de Denver, parce que je pense que ça peut un peu plonger de ce côté-là du terrain. Et même en attaque, le spacing en moins, même si Jokic, ce sera toujours un extraordinaire moteur d'attaque, ça j'ai pas de doute là-dessus, mais petit à petit, t'enlèves des pièces, depuis qu'ils sont champions, t'enlèves des pièces petit à petit, et forcément ça fait moins de talent. Et ça risque, Denver, j'ai un peu l'impression qu'on est un peu sur une phase descendante. Donc à voir. Il y a eu aussi l'arrivée de Westbrook. Alors peut-être que ça peut faire du bien à la création pour la seconde unit, parce que c'était une catastrophe quand même la saison dernière avec Jamal Murray dans ce rôle-là. Donc peut-être qu'il fera du bien du côté des Clippers. Là, quand il était arrivé, il avait fait du bien, notamment en playoff, dans cette création que les Clippers manquaient. Donc ça peut être bien. L'arrivée aussi de Dario Saric est, je pense, pas mal, parce que tu peux répliquer un peu les systèmes que tu fais avec Jokic. Mais bon, c'est pareil avec Saric défensivement. Puis bon, l'âge aussi est là. Donc ouais, il y a des vraies questions, et il y a des vrais choix à faire pour le coach. Je vais poser une autre question. Qui sera le 5e joueur en fin de match? Est-ce que votre réponse est la même? Pas forcément, ouais. Moi, ça reste Christian Brown. Enfin, du coup, ça change. Pour moi, je pense que tu veux finir avec... Ça dépend des match-ups, ça dépend des scénarios de match. J'allais dire. Ça dépend de quel côté du terrain tu es. Est-ce que tu es... Si c'est une dernière possession défensive, t'es Peyton Watson. Si t'es sur une dernière possession offensive, c'est Christian Brown. Et je pense que, encore une fois, c'est toute la problématique. C'est que quand il y avait KCP, la question se posait pas. C'est-à-dire, dernière possession offensive, tu mettais KCP. Dernière possession défensive, tu mettais KCP. Après, tu pouvais peut-être enlever Jamal Murray et mettre Peyton Watson sur une dernière possession défensive. Mais là, tu n'as plus ce luxe, en fait. T'es obligé de faire avec le remplaçant. Et du coup, je crois que c'est Tom qu'on avait parlé aussi. Et t'as raison de le mentionner, Matt. La perte de Reggie Jackson, quand bien même il n'était pas extraordinaire, tu perds des certitudes. Et je pense que cette équipe de Denver, ça peut être une équipe qui peut, malgré le fait qu'elle possède Nikola Jokic et malgré le fait qu'elle possède un quatuor, ça peut une équipe qui peut se chercher en début de saison, surtout sur les minutes sans Nikola Jokic, où je sais pas comment ça va se passer au niveau de la rotation entre Jamal Murray et Russell Westbrook, mais typiquement, tu peux pas faire jouer les deux ensemble sur le parquet. Pour moi, ça n'est pas possible. C'est pas viable offensivement déjà, et défensivement, c'est encore moins viable. Donc vraiment, il y a cette optique où qu'est-ce que tu fais? Tu mets Westbrook sur les minutes avec Jokic, mais dans ce cas-là, à quoi ça sert? Enfin, vraiment, je suis très incertain sur ça, sur l'arrivée de Russell Westbrook. Ça, je l'ai déjà dit en long, en large et en travers aussi. Mais voilà, toujours est-il que les Nuggets, c'est peut-être la saison sur les 3 saisons là, depuis que Jamal Murray est revenu de blessure, donc depuis la 2022-2023, je pense que c'est la saison où ils débutent avec le moins de certitude au niveau de leur roster. Matt, quelque chose à rajouter? Non, je crois qu'on a bien fait le résumé sur Denver. J'irais dans ton sens en rajoutant vraiment cette idée de
continuité qui a marqué beaucoup Denver, qui fait jouer les 4 mêmes joueurs. Alors certes, vous allez me dire, on parle du 5e, mais qui a une continuité assez rare en NBA actuellement en termes de joueurs et de 5 de départ. Peut-être, non, Boston, c'est pas un quatuor ni un 5. Donc, mais en tout cas, c'est une continuité qui est extrêmement rare et à voir. Moi, seul petit mot que je vais glisser, Mike Malone, là, maintenant, on peut juger. Parce que Mike Malone a été un coach qui a souvent été mis face à des choix qui étaient, entre guillemets, simples, dans le sens où les choix se sont souvent imposés à lui. Là, il est dans une situation où il doit trancher. Et ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Continuons, allons du côté de Dallas. Dallas en 2023-2024, ça a été 50 victoires pour 32 défaites, 5e à l'Ouest, éliminé par les Celtics en finale NBA. 8e attaque, 17e défense selon Cleaning the Glass. Le over-under est à 49,5. Ce qui est assez intéressant, c'est que eux, ils sont mis un peu au-dessus de cette mêlée-là, par Vegas, un peu au-dessus, avec, citons-les d'ores et déjà à l'Ouest, avec OKC, avec Minnesota, Astérix. Je n'ai pas vérifié après. Je crois qu'ils ont dû perdre 52,5. Ils ont perdu une win sur l'over-under. Bon. Ça va. Ils sont toujours dans ce groupe duo avec OKC, Minnesota et Denver du côté de l'Ouest. Je vais m'attaquer à Dallas, puis j'irai vers toi après, Matt. Alors, la question est, quel rôle pour les nouvelles recrues / comment rendre l'attaque moins stéréotypée? Je pense que quand on parle des nouvelles recrues, il est important de rappeler l'arrivée de Najee Marshall, Quentin Grimes et Klay Thompson. Alors, j'espère qu'un de vous deux va pas me dire Najee Marshall, c'est vraiment une arrivée sous-côté. Tout le monde le dit. Voilà. Donc, moi, j'aime bien, je suis désolé. Alors, moi, j'aime beaucoup Najee Marshall. C'est mieux que Derrick Jones Jr., hein. Je maintiens. Je pense que c'est mieux, mais c'est juste l'avoir entendu après l'avoir entendu partout. Alors, quand on parle de rendre l'attaque moins stéréotypée, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on parle de le stéréotype de l'attaque de Dallas? Lequel? Parce que, alors, est-ce que ça va être toujours une attaque où Luka va être beaucoup responsabilisé? Oui. Cependant, pour moi, la mue de l'attaque de Dallas, elle a déjà été effectuée. Quand on prend un truc très simple, c'est le nombre d'attaques en transition. En termes de fréquence, depuis l'arrivée de Luka, ils étaient 28e, 30e, 30e, 29e, 30e et ils étaient 12e la saison dernière. Voilà, il y a déjà eu cette transition où justement, ils jouaient plus de transition. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces nouveaux rôles-là? D'abord, je pense que l'intérêt pour Luka, c'est d'avoir un vrai shooter. Je vais reprendre ce que j'ai dit du côté des trois. Il a un shooter à volume. Klay Thompson l'année dernière, c'est 688 3 points tentés pour une réussite à 39%. J'ai été regardé du côté de StatEd. Luka, des coéquipiers à plus de 403 points. Il a eu globalement dans sa carrière que Tim Hardaway et Dorian Finney-Smith. Voilà. Il a jamais eu un tel shooter de volume. Et ça, je pense que ça va permettre encore une fois d'ouvrir l'attaque. Après, stéréotypé, oui, Luka aura toujours le ballon, mais ils ont une menace importante. Ils ont toujours leur menace importante au niveau des lobes. Ils ont avec Klay la possibilité de vraiment mettre un joueur, par exemple, côté opposé qui va terrifier les défenses parce que tu ne peux pas laisser Klay Thompson ouvert. Et je pense qu'il y a toujours, on en parle souvent, ça de côté psychologique du spacing. Même si c'est Klay Thompson à 35% sur les 3 premières semaines, les mecs ne peuvent pas psychologiquement laisser Klay Thompson ouvert. Donc, ils vont forcément être close-out super fort sur lui. Après, pour ce qui est du côté Najee Marshall, Quentin Grimes, je pense que l'apport est plutôt défensif, même s'il y a des choses en attaque. Mais pour moi, leur attaque restera globalement la même. C'est juste que Luka n'a jamais eu autant de variété dans la capacité à terminer les actions. Ils peuvent terminer ils auront des joueurs en spot-up. Ils auront des joueurs, bien évidemment, à la finition en l'air. On l'a vu avec du Daniel Gafford, du Derek Lively. Ils auront la capacité de cut. Donc, pour moi, il y aura un plus gros panel de finition d'attaque. Mais si stéréotypé, c'est est-ce que Luka, au niveau de l'offensive load, il va sortir du top 10? Non. Voilà, il sera toujours top 10 largement. Mais peut-être un peu plus de variété dans leur capacité à finir les actions. Matt, qu'est-ce que t'en dis de ces arrivées? Est-ce que l'arrivée de Najee Marshall est sous-cotée, du coup? Oui, je trouve, alors sous-coté peut-être plus, puis vu que maintenant tout le monde le dit, c'est peut-être plus sous-coté, mais moi j'aime bien son arrivée, oui, en tout cas je trouve que ça apporte plus de polyvalence que Derrick Jones Jr., où finalement, Derrick Jones Jr., on est un peu sur un joueur gadget, au final, il est bon défensivement, puis offensivement, bon, ça reste quand même limité, c'est pas... Sauf contre KC, bien sûr. Mais mais c'est pour ça que je prends la théorie de Derrick Jones Jr. C'est pas un shooter normalement que tu respectes. Donc l'arrivée de Najee Marshall, déjà ça va changer ça. Alors pareil, Najee Marshall, on n'est pas non plus sur un excellent shooter, même si les pourcentages au lancer franc sont quand même pas mal. On s'approche des 80%.
Mais surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est la polyvalence, c'est-à-dire, je pense qu'on est sur un bon connecteur. Et c'est là où ça va changer, où au final, quand tu auras un premier décalage créé, tu pourras avoir cette option de un joueur qui pourra t'amplifier ce décalage-là, où avec Derrick Jones Jr., tu ne l'avais pas. Et puis même défensivement, moi je préfère dans le sens où je pense que il est meilleur off-ball. Najee Marshall, il pourra t'apporter un peu de playmaking défensif, là où Derrick Jones Jr., c'était vraiment surtout de la défense de périmètre. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour Dallas, surtout eux qui aiment bien boucher les espaces. Constant sait de quoi je parle. Tout à fait. Et puis moi, j'aime bien aussi l'arrivée de Quentin Grimes. Je pense que c'est un peu pour remplacer ce que faisait Josh Green. Mais je pense qu'on est sur quand même aussi un shooter qui est plus fonctionnel que Josh Green, mais qui va un peu reprendre le même rôle avec du shoot meilleur, peut-être plus axé défense on-ball, où Josh Green était peut-être plus défense off-ball. Mais et puis l'arrivée aussi, comme tu as dit, de Klay Thompson, où ça va être intéressant, notamment le shooting en mouvement, où tu vois, si je prends les off-screen, il était premier de NBA largement. Le deuxième, c'est Stephen Curry, mais on passe quasiment du simple au double en termes de volume, et ça peut vraiment apporter plus de mouvement dans l'attaque de Dallas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Constant? Je précise juste un truc. Quand j'ai parlé des shooters à plus de 400 tirs à 3 points avec Luka, j'avais filtré 400 tirs à 3 points et 38% de réussite. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui en a pris 400 et qui était en dessous des 38% de réussite. Tim Hardaway. Tim Hardaway était au-dessus. Hein. J'ai eu 3 saisons de Tim Hardaway à plus de 38. Il peut y en avoir une où il a que plus de 400 et moins de 38. Non, mais blague à part. Non. C'était ma question. Stéréotypé, le mot était mal choisi. J'aurais dû dire peut-être plus varié en termes de finition. Après, en termes d'offensive load, comme tu l'as dit, Ben, alors Luka Doncic était toujours très élevé, mais sur la seconde partie de saison, ça baissait un petit peu l'offensive load. Il y avait un peu plus de Kyrie Irving. Et je pense effectivement le truc très intéressant, ça aussi on en avait parlé avec Tom, avec toi Ben, ainsi qu'avec Tom quand on avait fait le podcast Free Agency sur l'arrivée de Klay Thompson. Je pense que justement l'arrivée de Klay Thompson va amener plus de variété dans le jeu offensif des Mavs. Et justement c'était la question, c'est-à-dire que oui, Luka Doncic sera toujours à l'initiation. Par contre, les disponibilités, enfin pas les disponibilités, mais on va dire les scénarios se multiplient avec l'arrivée de Klay Thompson. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu n'auras pas juste la lob threat que sera Daniel Gafford ou Derek Lively, excusez-moi, j'ai eu une absence. Tu n'auras pas juste la lob threat, tu auras Najee Marshall qui est un bon joueur de cut, tu auras potentiellement Klay Thompson qui sera off-screen ou qui sera dans un corner. Donc l'attaque de Dallas, franchement, quand je vois que l'over-under est même pas à 50 wins, je pense que ouais, c'est une équipe qui potentiellement peut être un poil sous-évaluée au niveau de Vegas, parce que c'est une équipe qui vraiment a beaucoup de qualité, je trouve. Il y a une interrogation chez moi, c'est un petit peu comme Denver, qui sera le 5e titulaire? Que Klay Thompson il sort du banc? Est-ce qu'il est titulaire? Est-ce que c'est Najee Marshall? Est-ce que je sais pas quel sera le 5e titulaire? Qui prendra la place de Derrick Jones Jr.? Je pense que Gafford va rester titulaire au moins sur le début de saison par rapport à Derrick Lively, la concurrence un peu entre les deux. Même si on a vu que Derrick Lively a montré de très belles choses. Après voilà, je trouve que tu vois l'arrivée de Najee Marshall par rapport à Derrick Jones Jr. t'amène plus de taille aussi. Donc je trouve ça intéressant pour défendre sur les longs ailiers. Donc après, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est une équipe qui est vis-à-vis de Vegas qui est peut-être un poil sous-estimée. Alors je suis pas allé vérifier un petit peu le running gag NBA, c'est-à-dire est-ce que Luka Doncic est le favori au MVP comme il est le favori au MVP? Il est 2, je crois. 4 ans. Cette année, d'habitude, il est toujours favori pour le titre de MVP. Il l'a jamais finalement d'après les cotes. Mais voilà, je pense que vraiment l'arrivée de Klay Thompson et l'arrivée de Najee Marshall va rendre l'attaque moins stéréotypée, mais stéréotypée a une connotation un peu négative. En tout cas, va varier les possibilités de finition à Luka Doncic. Alors ça dépend d'où tu regardes, mais il est 2. Ouais, il est 2. Jokic est 1. Alors ça dépend d'où tu regardes, mais c'est Jokic. En même temps, l'historique, tu dis Jokic va être MVP sur les 4 dernières années, tu as 75% de chance d'avoir bon. Alors, elle n'était pas dans la trame, celle-ci, mais je vais la rajouter. Est-ce que toi aussi, pour toi, Matt, c'est un peu sous-estimer ces Mavs que de les mettre à un peu en dessous des 50 à 4e à l'ouest? Je comptais vous poser cette question-là parce que il y a quand même l'incertitude Kyrie qui joue beaucoup la saison dernière, et est-ce qu'on aura un Kyrie à, je sais pas combien de matchs j'ai joué la saison dernière avec Kyrie, mais tu vois, si on a un Kyrie à 57 matchs, si on a un Kyrie à 50 pour le NBA. Pardon.
Qu'est-ce que tu en penses, Matt? Est-ce que tu penses vraiment que c'est une équipe? Parce que là, concrètement, ce que nous dit Vegas, c'est que c'est une équipe qui est top 4 à l'Ouest avec un poil de marge. Bah, moi, je pense que c'est quand même bien calibré. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. C'est sûr qu'ils seront top 4. Ouais, après, c'est sûr qu'il y aura des choix au niveau. Je sais pas, ouais, quel choix ils vont faire au niveau du cinquième titulaire, effectivement, parce que quand tu regardes la depth chart de Brut, ils mettent Klay Thompson, mais est-ce que ce sera vraiment Klay Thompson? Parce que du coup, il y aura forcément des questions défensives qui vont se poser. Ou alors, est-ce qu'ils vont directement mettre Najee Marshall? Je pense qu'il y aura peut-être des tests en début de saison, ce qui fait que c'est peut-être les défaites du début de saison où tu fais tes tests qui vont un peu te faire perdre du signing à la fin. Ouais, top 4, je pense que c'est à peu près sûr, sauf vraiment accident ou énorme blessure. Mais je pense que par contre, ils ont un plafond, ils peuvent très bien finir premier, hein, ça c'est possible. Hein. Sachant que Bien. le back-to-back first seed n'a jamais été fait, ce qui nous amène à l'équipe suivante. Le first seed de l'année dernière, la tête de série numéro 1 de l'Ouest, Oklahoma City, 57 victoires, 25 défaites, éliminé, premier de l'Ouest, éliminé par PJ Washington au deuxième tour des playoffs, troisième attaque, quatrième défense selon Cleaning de Glass, leur over-under massif est à 56,5 victoires. Arrêtez. Premier à l'Ouest. Dès que ça dépasse 55, c'est, quelle que soit l'équipe, il faut s'en éloigner. Alors, question, on va vous raconter un petit truc avant de démarrer, parce que là, il faut vous raconter une petite blague. Du coup, avec l'équipe, on a récolté nos questions, et puis je leur ai dit, bon les gars, je vous fais un Google Sheet, vous me dites sur telle équipe vous êtes chaud, sur telle équipe bon, ça va, sur telle équipe vous soufflez. Entre guillemets, on souffle. Du coup, là, je commence à choisir pour Matt et Constant. Je dis, bon, on va donner des trucs où tout le monde est un peu inspiré. Qu'est-ce que je vois? Donc, je mets Oklahoma City automatiquement et Constant. Et là, je vois quoi? On souffle pour Oklahoma City, Constant. Qu'est-ce donc cela? Donc, je vais te poser la question et je vais te faire souffler quand même. Je cite les expérimentations du début de saison. Ousmane Dieng, écrit en toutes majuscules. Chet à la création offensive. Le double line-up Chet Hartenstein va-t-elle leur coûter trop cher pour le seeding sur la première partie de la saison? Constant, je te rajoute une deuxième question. Par seeding, t'entends quoi? Est-ce que tu parles de première place? Top 2. Top 2 pour moi. Mais après, alors déjà, pourquoi j'ai mis on souffle? C'est juste pour faire rire Ben quand il a vu les trucs. Je cherchais pas plus loin que ça. Hein. C'est juste pour faire marrer Ben en disant franchement, non, OKC. Ah non, vraiment, j'ai vraiment pas du tout envie de parler d'OKC. Non, mais après, enfin voilà, je vais pas trop m'étaler parce que bien sûr, je pourrais faire 3 heures. C'est ce qu'on fera, je pense, chez We Are Thunder en preview pour la preview de la saison. Mais pour moi, il y a un truc. Je disais ça un petit peu en déconnant, mais oui, c'est un fait. Depuis les Warriors en 2017-2018, aucune équipe de la conférence Ouest n'a réussi à faire le back-to-back first seed. Donc ça fait quand même, ça fait 6 ans. Donc ça fait déjà un sacré paquet d'années. Donc on va dire que l'historique ne va pas en faveur d'OKC. Et après, je pense qu'il y a un truc. Pour moi, c'est une équipe qui peut en soi être capable de répéter le first seed. Pourquoi? Parce que Denver est affaibli. Minnesota, c'est bien affaibli avec le trade de Karl Anthony Towns. Et pour moi, franchement, je vais être très honnête avec vous. Pour moi, l'équipe potentiellement qui est pas un concurrent, mais une équipe qui peut venir choper le first seed, pour moi, ça peut être Dallas. T'en as parlé juste avant. Je pense que Dallas, si jamais Luka Doncic et Kyrie Irving restent en santé toute la saison, peut se mêler à la course au first seed. Donc après, OKC, pour moi, c'est vraiment un truc où, un petit peu comme Denver, il y a quand même eu beaucoup même encore plus que Denver, il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif durant l'été. Il y a eu le départ de Josh Giddey pour l'arrivée d'Alex Caruso, il y a l'intégration d'Isaiah Hartenstein, il y a des rookies qui vont être arrivés et qui vont avoir du temps de jeu. Donc moi, c'est une interrogation que je me pose où je me dis, ok, si tout le monde les voit comme une espèce d'ogre de saison régulière, genre dès le premier match. C'est-à-dire que dès le premier match, justement à Denver, ça y est, ça va rouler, ça va partir dans tous les sens, ça va être une équipe très forte. Moi, je suis pas convaincu de ça. Je pense qu'il va y avoir une partie d'expérimentation et je serais pas surpris, même si le calendrier d'OKC en début de saison est plutôt favorable en termes d'adversaires rencontrés, donc c'est ok. On va dire que le calendrier se complexifie à partir du passage à l'année 2025, surtout janvier, mars, où tu as un stretch assez costaud en termes d'équipes que tu affrontes. Et je serais pas surpris si OKC, au bout de 20 matchs, en, je sais pas, 12-8, ce qui est pas extraordinaire, hein, 12-8 en termes de bilan, peut-être 13-7, 13-7, ça commence à être ok, mais 12-8 parce que
Ouais, pour moi, tu as beaucoup d'incertitudes. On en a parlé avec Pierre dans le dernier épisode du podcast We're Thunder. On a fait un épisode sur Chet. Création offensive, moi j'ai beaucoup de réserves sur sa création offensive. Il va être responsabilisé dans ce domaine-là. La double line-up Chet, Isaiah Hartenstein, là aussi une question, qui sera le 5e titulaire? Est-ce que ce sera Caruso? Est-ce que ce sera Hartenstein? On ne sait pas. Donc on verra ce que ça va donner, mais toujours est-il que la double line-up, elle va être expérimentée. Est-ce que ça va fonctionner? On ne sait pas non plus. Et voilà, moi il y a toujours des trucs... moi, j'appellerais ça de manque de respect vis-à-vis de tes ambitions. C'est-à-dire que tu sais qu'Ousmane Dieng, il va avoir des minutes, quand bien même Ousmane Dieng ne devrait pas avoir de temps de jeu. Donc, c'est des minutes. Moi, je comprends pas à quoi elles servent, très honnêtement. Et c'est des minutes qui sont au détriment du Thunder. Donc, pour moi, ouais, il y a vraiment une situation où tu peux vivre un scénario au KC et je sais pas moi, 4e au Star Break. Et en fait, sur la seconde partie de saison, sur le dernier tiers de la saison, ils ont le meilleur bilan parce que t'auras tout mis en place, Marc Desno, t'auras vraiment tout mis en place, mais je suis pas sûr qu'OKC démarre si tambour battant que ça, là où d'autres équipes peuvent mieux démarrer, notamment Dallas. C'est là où je fais une petite parenthèse, puis je reviens vers toi, Matt. Le 57 qui est, j'écoute, du coup, c'est la période de l'année, moi j'écoute pas mal de podcasts chez les Américains qui parlent des over-under. C'est un des over-under où tout le monde dit 57 c'est haut, mais j'y crois, cette équipe de Casey. Le rythme qu'il faut avoir pour gagner 57 matchs, c'est 70% de victoire. Tu l'as dit, Constant, tu démarres à 12-8 au bout des 20 premiers matchs, t'es largement en retard déjà. Genre, chez absent 3 semaines, faut que tu tiennes à 70% de victoire sans ton top 5 des H20. Je trouve que c'est... Alors, si tu me dis que une équipe à l'ouest tape les... Parce que tu t'approches dangereusement des 60 quand même aussi, hein, tape les 57, oui, OKC fait partie des immenses favoris, mais je trouve qu'il faut pas oublier que la saison dernière, il n'y a pas vraiment de blessés du côté d'OKC. Enfin, c'est beaucoup... Oui, il n'y en a pas. 57 victoires, c'est énorme. Il n'empêche, du coup, la question sous-jacente, c'est, voilà, malgré les tests, est-ce que OKC peut être top 2? Du coup, reprenons la classification de Constant, top 2 à l'ouest. Bah, en fait, là aussi, ok, ils auront des expérimentations à faire, mais au final, toutes les équipes qu'on a citées avant, eux aussi, ils en auront à faire. J'ai l'impression quand même que c'est OKC, c'est peut-être ceux qui ont le plus de garanties. Enfin, quand tu vois Denver, pour moi, il n'y a pas la marge de manœuvre, elle est basse. Les Pelicans, j'en parle pas. Les Timberwolves, il vient d'avoir le trade. Finalement, leur concurrent, je dirais direct, c'est Dallas. Oui, Dallas peut vraiment les concurrencer pour le first seed. Mais après, je trouve que les autres équipes de l'Ouest ont plus de questions qu'OKC. Même si, évidemment, il y aura l'intégration de Caruso. Mais bon, Caruso, pour moi, ça fit ce que veut faire OKC. Pour moi, il y aura aucun mal à ce qu'il s'intègre facilement. C'est un joueur établi de NBA. Peut-être la plus grosse question, ça va être Isaiah Hartenstein qui va un peu changer leur identité offensive, où il y aura sûrement plus de pick and roll. On en parlait avec Ben j'en parlais avec lui dans un podcast en off. Effectivement, ça risque de changer leur identité. Mais pour moi, ça reste quand même l'équipe qui a le plus de garanties. En plus de ça, tu as quand même un coach qui a établi une forte identité à cette équipe-là. Les autres coachs, moi, je sais pas, il y en a, j'ai un peu moins confiance. Moi, j'ai plus confiance en Mark Daigneault qu'en Mike Malone, par exemple, ou même ceux d'après. Jason Kidd m'a un peu fait mentir en playoff. Mais en tout cas, pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse blessure ou que quelque chose ne clique pas du tout pour qu'il soit pas dans les 2 premiers de la conférence Ouest. Je tiens à préciser que ma question a été posée avant le trade de Karl Anthony Towns aux Knicks. Donc forcément. Qui change beaucoup de trucs, hein. Ouais, ça change pas mal de trucs. Ça refaçonne un petit peu, je trouve, la conférence Ouest. Donc pour moi, Minnesota, avec leur plancher défensif, était une menace. Là, du coup, avec le départ de Karl Anthony Towns, on va dire que ça reshape, ça reforme un petit peu les paramètres et ça reforme un petit peu le visage de cette conférence Ouest. Mais après, au niveau tu parlais des garanties, Matt. Je trouve que Denver, le simple fait d'avoir Nikola Jokic t'apporte un plafond de win assez solide aussi, hein. Franchement, alors que OKC, est-ce que je sais pas, tu vois, on le met top 5 des H20, est-ce qu'il t'apporte pas du niveau de Jokic, mais si, mais est-ce qu'il t'apporte 55 wins? Ça, je sais pas. Alors que tu regardes Denver, franchement, il y a que la saison où Jamal Murray est absent toute l'année, là, la 2021 ou 2022, où Denver finit pas top 3 de la conférence, hein. Sinon, tu regardes, ils finissent toujours top 3. Même la 2020-2021, ils sont 3e quand ils jouent Portland. Donc ouais, moi c'est une interrogation que j'ai. Et je pense que surtout, tu as des interrogations. Tu vois, on parle de Denver en disant
Le 5e titulaire, on a des interrogations. Moi, je parle vraiment interrogations sur la création offensive de Chet Holmgren, qui est censé être ton 3e meilleur joueur. Et du coup, avec le départ de Josh Giddey, qui est censé avoir le 3e usage le plus élevé de tout ton effectif. Et on part vraiment de très loin en termes de création offensive. Alors oui, encore une fois, je dis pas qu'OKC va terminer 7e. Je pense que si OKC est en santé, c'est au moins l'avantage du terrain au premier tour, donc top 4. Je pense même avec le trade de Karl Anthony Towns, très honnêtement, je pense que OKC, si OKC est en santé, termine top 3 de la conférence Ouest. Mais voilà, je pense que encore une fois, ces petites incertitudes vont peut-être faire que tu peux avoir potentiellement Dallas et Denver qui peuvent passer devant, parce que on va dire que encore une fois, on en revient sur le DH20. T'as le premier et le deuxième du DH20, donc le socle de victoire est un poil plus important que celui de chez Gidius. Des choses à rajouter, Matt, sur OKC, où tout a été dit? Non, pour moi, tout a été dit. Eh bien, aucun souci. Eh bien, on referme ainsi ce premier chapitre des previews pour la saison régulière 2024-2025. Vous l'avez vu, hein, en termes de... Alors, on fait la petite transition avec le DH20. En termes de position DH20, les 3 dernières équipes qu'on a vues, là, c'était du lourd quand même, parce qu'on a quand même vu le premier, le deuxième et le 4e du DH20. Voilà, c'était pour faire absolument pas volontaire. Les 3 favoris de la conférence Ouest, de toute façon, on les a eu dans cet épisode-là. Donc... Effectivement. C'est parce que, encore une fois, j'ai contre-balancé peut-être un début d'épisode qui verra en termes d'écoute un espèce de plongeon au moment où on parle des Raptors. Dernière chose, oui, je l'ai dit, c'est mon petit apport, 56,5, c'est haut. Il faut que quelqu'un gagne des matchs, mais c'est haut. C'est haut et c'est pas compter le fait que dans cette espèce de classe moyenne à l'ouest, il y a quelqu'un qui va passer les 50. Il y a un endroit, il y a quelqu'un qui passe les 50. Est-ce qu'on fait un truc, Ben, puisque là, on s'est bien rattrapé niveau timer, où on prend toutes les équipes que tu as citées et on dit est-ce que nous, on mise sur l'over ou sur l'under pour vraiment rajouter un petit plus, pour bien passer pour des nuls. Ça va être le petit plus parce que, révélation pour vous deux aussi, Tom m'a envoyé un message en me disant est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse ça? Et je lui fais t'es sûr, Tom? Et je lui fais, tu te rends compte que ça va rajouter 1 minute à la fin de chaque équipe? Je lui fais, bon, on verra. Bon, on s'est rattrapé niveau timing. On risque de pas taper les 2 heures. La connexion avec Tom. Souvenez-vous de cet épisode de podcast sur le podcast où j'ai dit, de toute façon, les épisodes de plus d'1 heure, c'est dangereux. On a fait que des trucs de 2 heures depuis. C'est une catastrophe. Passons. Alors, reprenons les équipes. Depuis le début, je vais reprendre ma liste d'équipes et vous allez me dire à chaque fois over ou under. C'est effectivement le moment où on va potentiellement se ridiculiser. Commençons par Utah. Clipper. C'est le moment où on peut clipper, surtout qu'on peut clipper assez facilement, je crois, sur YouTube. Bref. Alors, Utah, 29,5 victoires. Under, c'est le plus gros under de toutes les équipes NBA. Sûr, ils ne gagnent pas 30 matchs. Under, sûr. Under aussi. Ouais, under. Là... J'espère pour eux que c'est under. Parce que si c'est le over, là, l'an prochain, ils vont encore prendre plus tard. Les Toronto Raptors, on était à 30,5 victoires. Celui-ci, je l'aime pas. Je dirais over, mais aucune certitude. Ah, je dirais under quand même. Ah, pour moi, ils vont être vraiment dans cette zone-là. Ça peut jouer genre à 1 win ou 2. Ouais. Allez, je vais dire under. Le banc est trop faible. Et surtout qu'ils sont dans une division qui est costaud, hormis Brooklyn. Je vais me faire un truc, c'est que je vais me faire un dossier où je vais demander à toute l'équipe de mettre les over-under et on va rigoler. À la fin, il faudra donner un gage pour le dernier. Du coup, Détroit, on est à 25,5 victoires. Celui-ci aussi. De toute façon, ils sont tous bien mis. Celui-ci me gêne beaucoup. Je vais dire under parce qu'il y a des équipes qui vont devoir perdre un paquet de matchs et under. C'est 10 matchs, c'est 10 victoires de plus que la saison dernière. C'est énorme. Under. Ouais, under aussi. Over. Mais pas de beaucoup, genre 26, 27. Parce qu'il y a trop d'équipes mauvaises dans la conférence Est et il faut qu'il y en ait une qui gagne des matchs à un moment. Donc. Alors là, c'est là où ça va devenir super dur. Les Kings, 46,5 victoires. Je vous laisse commencer, j'ai pas envie de donner de réponse. Là, c'est compliqué. La saison magique des Kings où ils sont la darling de NBA, ils sont à 47 victoires. L'an dernier, ils sont à 44 victoires. Moi, je dirais under.
mais ils sont genre à 45-46. Ils restent dans le même créneau, mais ils sont pas beaucoup au-dessus. Under aussi. Ils sont vraiment bien calibrés, je trouve. C'est compliqué. C'est démoniaque, hein. C'est pour ça ne pariez pas là-dessus. Sauf sur Non, le pariez Jazz, pas. je ne comprends pas. Le Jazz, et j'ai écouté 2-3 podcasts NBA qui ont eu la même réflexion, c'est incompréhensible le Jazz à 30 victoires. Ouais, il y a toujours 2-3 équipes où c'est mal calibré, mais c'est vrai que le reste, là, pour le moment... Le Jazz, je comprends pas. Je vais dire under sur les Kings, mais j'aime pas. Les Warriors, je joue under. 46,5 victoires. Under. Allez, je tente l'over. Ils gagnent pas 47 matchs, les Warriors. Je tente l'over. C'est bien, tu t'affirmes pour ta première. C'est bien, beau. Ça va être clippé en plus quand les Warriors seront à 50 wins de moi qui dis ils gagneront jamais 47 matchs les Warriors. Pour les pronostics, je suis nul de toute façon. Donc si j'ai parié under sur votre équipe, vous devez être content parce que vous allez faire mieux. 40,5 victoires, ce sont les Clippers, 12e à l'ouest. Il est dur celle-là. Hein. Ouais. Moi je dis under, je suis désolé. Hein. Allez, pour le pic d'OKC, je dis under. Allez hop, ça part. Allez hop. Mais allez, les Clippers, même pas à l'équilibre. Parce que c'est la blessure de Kawhi en fait qui fait avec lui. J'aurais quand même dit over, mais c'est vrai que combien de temps il va être indisponible. Ouais, je tente quand même l'over parce que 40 c'est quand même léger. C'est léger. Après c'est 12e à l'est, tu vois. Il y a pas qu'il y ait d'équipe au-dessus. Continuons avec. Alors les équipes à l'est. Philly à 47-35, 7e à l'Est. La saison dernière, ils sont à 55,5. Il y a une partie de moi qui a envie de dire over, mais je sais que c'est du suicide. Non, over. Embiid, t'apportes trop un premier. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le problème, c'est moi, ça va être encore les blessures. J'ai l'impression qu'il va être pas mal load managé, donc je sais pas trop. Après, il jouera au minimum 65 matchs. Hein. S'il n'y a pas de blessure. Donc, t'enlèves 15 matchs. Si les 15 matchs, c'est contre Brooklyn, Atlanta ou Détroit, Boston, c'était combien de wins Boston, c'était combien de wins la saison dernière plus de 60. Plus de 60. Ah, j'ai pu. 62 ou 63, je crois. Ouais. Non, pour moi, il gagne... si tout le monde est en santé, et c'est un énorme si quand on parle de Paul George et de Joel Embiid, il gagne minimum 50 matchs. Là, c'est 55, c'est ça 52,5. 52,5. Je croyais que c'était 47. Pardon, excusez-moi. Ah non. 52, non. Moi, je veux dire under. Non, over. Ils en ont gagné 47. Pardon. Ils ont gagné 47 la saison dernière et ils sont à 52. Moi, je parie sur la santé. Ils perdent moins de 30 matchs cette année. Allez hop, over. Ouais, over aussi. Il faut des gens qui gagnent un paquet de matchs à l'Est. Denver à 51,5. Elle est dure celle-là aussi. Hein. Pas facile. Hein. Over, mais over à 52. Pas plus. Ouais, over parce que t'as Jokic en fait. Ouais, over. Faut bien que je dise over. À un moment, je dis under pour tout le monde. Non, t'as dit over pour qui tu as dit over? Les Clippers et peut-être les Warriors. Mais bon, c'est des équipes moyennes, quoi. Mais ouais, quand même. Dallas à 49,5. Over. Ouais, over. Là, il n'y a pas de débat pour moi. Over. Je suis moins chaud que vous. Hein. Je dirais peut-être over parce que l'équipe est complète, mais pour moi, c'est bien fait. Finissons par OKC 56,5. Under. Under, mais peut-être à 56, c'est... Ouais, under aussi. Ah, le truc, c'est que 56, c'est trop haut. C'est beaucoup trop haut, en fait. 57, en fait, c'est un rythme... 57, c'est le rythme d'OKC l'an dernier. C'est OKC a gagné 57 matchs. Ouais. Under. Mais dans une saison under à 57. Où t'as certes, l'équipe est peut-être meilleure sur le papier cette année, mais tu n'as pas de blessure la saison dernière. Mais t'as pas Josh Giddey. Ça comble les blessures. Hein. Je suis désolé, t'as plus Josh Giddey. Mais après, voilà. Allez. Under. J'ai passé tout le podcast à dire qu'ils seront under, donc je vais choisir over. C'est sur ce qu'on va donc terminer le podcast. Non, c'est la théorie de l'intérieur de ça étant que c'est une jeune équipe qui a moins qui est en phase d'ajustement et donc je souscris à la théorie de la fin de saison très dure. Il faut qu'il y ait quelqu'un à un très très haut niveau de victoire
à l'ouest et peut-être que ça sera... Passons. Je réécouterai au montage, je pense que j'ai dit over pour presque tout le monde, c'est absolument une catastrophe. Passons. Du coup, Matt, je suis obligé de te poser cette question, c'était ta première, comment ça s'est passé? Bah écoute, très bien, c'était vraiment top comme podcast. Voilà, non, vraiment bien. Hâte d'en refaire en tout cas. Eh bien, hâte de te réécouter. Matt, on va mettre les informations dans la description. N'hésitez pas à suivre Matt sur les réseaux sociaux, sur Twitter. N'hésitez pas à suivre Constant aussi, We Are Thunder, pour qu'on vous parle de cette magnifique équipe d'OKC qui va donc gagner un paquet de matchs, hein, si on suit mes pronostics. Mais moins de 56. Peut-être moins de 56, je sais pas. Peut-être qu'entre la réponse que vous avez ce soir et la réponse que vous aurez dans le Google Doc qu'on va créer, je pense qu'il y aura peut-être certaines différences. Hein. Peut-être opposées. Il triche. Grosse triche, clairement. Je fais les règles. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés pour la première de ces 3 previews. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à commenter sur YouTube, nous envoyer des messages sur Twitter, à nous suivre sur la plateforme de podcast préférée, Podcast Addict, Spotify, Apple Podcasts, Castbox, etc. Et puis nous, on se repose un peu, puis on retravaille, voilà, on refait nos devoirs en préparation de la saison NBA. Merci Constant, merci Matt, et à la semaine prochaine. Salut! Merci, salut.